Bien, bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cet événement. Donc, on s'est donné 2 heures, objectif, on termine à 16 heures. Je m'appelle Maxime Fouillet, je travaille à l'Office international de l'eau et cet événement est organisé dans le cadre du Centre de ressources cours d'eau, animé par l'OFB et organisé avec le soutien financier de l'OFB. Euh, donc, le choix qu'on a fait pour cet événement de traiter la communication, il se base sur le fait que c'est un sujet qui revient souvent comme étant une des difficultés que les gestionnaires de cours d'eau rencontrent, de faire de la com, de communiquer. Souvent pour des questions de moyens, parce qu'il n'y a pas toujours des moyens dédiés dans les structures sur ce sujet, et puis pour d'autres raisons. Donc au niveau du centre de ressources cours d'eau, c'est un sujet qui revient souvent, qui est souvent évoqué comme un besoin voilà, pour beaucoup de structures. On l'avait déjà traité en 2020, on avait fait un événement sur ce sujet, et là, donc 6 ans après, on voulait faire un peu une mise à jour. Donc la structure de l'événement, en fait, c'est d'abord reprendre 15 minutes, 15-20 minutes pour revenir sur des définitions et des principes généraux, et puis après, on a deux outils à vous présenter, un qui n'est pas encore publié, mais bientôt, et un qui est déjà accessible, et puis après, deux témoignages que nous, on a repérés dans notre veille sur la thématique des cours d'eau et qui nous ont paru très intéressants à partager. Donc ben, je remercie Damien Courbil et Clément Le Sceau d'avoir accepté de se rendre disponible pour en parler avec nous. Voilà les modalités d'interaction entre nous cet après-midi. Donc, bah, comme à chaque fois et comme j'expliquais tout à l'heure, on réserve le micro aux intervenants, intervenantes. Donc, moi, je me ferai le relais de toutes les questions que vous avez, que vous pourrez poser dans le chat, en essayant de tout traiter, de les rassembler quand il y en a plusieurs qui sont similaires pour qu'on essaie voilà, de couvrir un peu tous vos questionnements. C'est enregistré, vous serez destinataire de la rediff d'une synthèse écrite de 4-5 pages, et puis sous réserve d'accord des intervenants des supports de présentation. D'ici juin, je pense que ce sera courant juin. Voilà, vous êtes 150 à être inscrits, donc en fait, bon, on est sur un gros tiers de collectivités GEMAPI ou collectivités de bassin, quand même un quart de services de l'État établissement public. Et puis le reste, c'est associations, autres et quelques personnes de bureaux d'études ou de conseil. Et donc, j'avais posé la question, disposez-vous d'un service de communication? Et donc, les deux tiers, quasiment les deux tiers disposaient soit d'un service dédié, soit d'un agent dédié. Et il y avait un tiers qui n'avait ni l'un ni l'autre. Et l'autre question qu'on avait posée, enfin, que j'avais posée lors de l'inscription, c'était de savoir quelle était la principale difficulté que vous rencontriez pour mener des actions de communication. Donc tout le monde n'a pas répondu, mais il y a quand même quasiment 80 réponses sur cette question. Donc je vous ai mis un petit nuage de mots et puis surtout j'ai essayé de voir ce qui ressortait le plus. Bon, j'ai pas fait ça de manière très rigoureuse, mais j'ai lu et j'ai essayé de repérer ce qui revenait, quoi. Donc en premier, il y a quand même ce qui ressort en premier, c'est le manque de temps, manque de moyens dédiés, soit moyens financiers à mobiliser sur ce sujet, soit des moyens dédiés en interne. Et puis la difficulté d'accéder aux compétences, c'est-à-dire quand on doit faire soi-même, la difficulté de trouver le temps de se former sur ce sujet-là. Voilà, ça c'était le premier bloc de difficulté. Donc ça, bon, bah, j'espère que la partie introductive vous donnera peut-être quelques éléments pour être plus à l'aise sur ça. Ensuite, il y avait la difficulté de toucher la cible avec le bon outil, les bons messages. Donc ça aussi, on va en reparler. Une autre difficulté qui ressortait, c'était la technicité des sujets sur lesquels on travaille. Et le fait que voilà, c'est pas facile de le vulgariser et il y a des questions de vocabulaire complexes qui se posent et qui sont pas toujours faciles à manier. Donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler pendant les 2 heures là. Euh, un autre point qui revenait à plusieurs fois, et ça peut-être Anne-Paul, toi tu auras un commentaire à cet égard tout à l'heure, mais c'était sur quelle articulation entre les actions de com qui sont souvent plutôt à court terme et essayer d'obtenir l'engagement à plus long terme des acteurs. Donc là, on parle peut-être d'articulation entre communication et mobilisation et engagement. Voilà, et puis d'autres choses que j'ai relevées, quelqu'un qui disait bah la difficulté c'est d'être compris par les collègues qui ne comprennent pas bien nos métiers parce que voilà, des fois on est dans des structures avec pas mal de secteurs d'activité. La difficulté de la complexité du jeu de compétences GEMAPI qui fait que c'est difficile voilà, c'est un truc difficile à expliquer pour le grand public, mais pas que, hein, pour beaucoup de gens. Et puis vous êtes plusieurs aussi à avoir évoqué l'impact plutôt récent et l'impact négatif d'inondations récentes sur vos actions de com.
Donc bon, c'est assez intéressant parce que les deux retours d'expérience, enfin les deux témoignages qu'on aura aujourd'hui parlent de ce sujet-là. Voilà. Donc sans prendre plus de temps, je passe juste la parole à José, qui est l'animatrice du centre de ressources cours d'eau, et donc qui nous chapeaute aujourd'hui pour quelques mots. Et puis après, on attaquera le programme. Bien, bonjour à tous, merci Maxime. Je vais vous donner quelques éléments d'information sur le centre de ressources cours d'eau assez rapide et puis comment on s'implique sur ce sujet-là. Donc Maxime a déjà pas mal dit de choses là-dessus. Donc je partage mon écran. Donc est-ce que vous le voyez? Oui, et je partage en plein écran. Excusez-moi, C'est je fais bon? quelques Ouais, minutes. c'est bon. C'est bon. Donc voilà, le centre de ressources, c'est un dispositif national qui a pour objectif Attends, c'est plus d'accompagner. bon. Est-ce que tu peux Ah, échanger les deux écrans là en haut? Paramètres d'affichage. ouais, ok, Tac. c'est Merci. bon? Ouais. Ouais. Donc, c'est un dispositif national, comme le disait tout à l'heure Maxime, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, qui a pour objectif d'accompagner techniquement les professionnels des milieux aquatiques dans leurs actions de préservation et de restauration de rivières et de mettre en œuvre aussi ces politiques publiques qui sont en lien avec ces sujets-là. Et donc, le centre de ressources est un dispositif qui vous permet d'échanger sur les pratiques et de contribuer à un réseau de professionnels. Ça vous permet aussi de vous appuyer sur des ressources techniques, sur des références scientifiques et sur des outils opérationnels pour pouvoir mener vos actions dans vos territoires. Et ça vous permet aussi de vous former, de vous informer à travers différents événements comme des journées d'échange, des webinaires et aussi des formations et des lettres d'infos. Et ce dispositif-là, c'est un dispositif collectif qui s'appuie sur un certain nombre de têtes de réseau. Donc, il réunit une vingtaine de membres et on travaille selon un mode collaboratif qui permet aussi de répondre aux besoins et aux difficultés des gestionnaires que vous êtes à travers différentes enquêtes qu'on mène. Et donc, on travaille également à travers des différents groupes de travail, dont un groupe de travail sur la communication qui a démarré en 2025, pardon, 2024. Et c'est dans ce cadre-là que ce webinaire a été construit. Donc, je vais vous donner quelques éléments plus précis sur qu'est-ce que vous pouvez trouver grâce aux outils du centre de ressources cours d'eau. Donc, on a deux parcours thématiques principaux. Le premier qui a démarré déjà l'an dernier sur le sujet de la protection et la restauration des cours d'eau dans le contexte de changement climatique. Et à ce propos, on aura un webinaire le 18 mai sur la protection des ripiscives et les milieux aquatiques en contexte de changement climatique. Et un deuxième parcours thématique qui est dédié aux sciences humaines et sociales. Donc celui-ci démarre avec ce premier webinaire aujourd'hui sur donc la communication. Donc d'autres événements pourront être organisés, sont prévus sur le sujet de la prise en compte de ces dimensions sociales et humaines. Et donc, vous aurez donc l'opportunité de pouvoir voir les différentes dates et les événements qui vont s'organiser grâce à la lettre d'info qui est disponible au niveau du centre de ressources. Donc, vous pouvez vous y inscrire sur le site cours d'eau du centre de ressources. Donc, sur le sujet de la communication, on a des pages thématiques dédiées, donc avec une rubrique dédiée à la sensibilisation, à la mobilisation, avec une liste de différents outils, des vidéos, des animations, des ressources d'illustration que vous pouvez utiliser. Donc, ça vous permet aussi de vous outiller dans ces actions-là. Et un point important, donc dans le cadre de ce groupe de travail communication, nous allons diffuser un questionnaire qui va permettre de faire un état de lieu de vos actions, de vos pratiques de communication et de vos difficultés et de vos besoins. Ce questionnaire va être diffusé à partir du 20 mai et il sera disponible pendant à peu près un mois et il sera diffusé à travers via la liste des inscrits de la lettre d'info. Donc, je vous recommande vivement de vous inscrire à cette lettre d'info afin que vous puissiez participer à cette enquête qui aura donc pour objectif aussi de capitaliser les bonnes pratiques et de déterminer, de calibrer en fait différents outils vous permettant de mener vos actions dans les territoires. Voilà, donc j'ai fini avec cette petite introduction et je te passe la parole, Maxime, pour la suite du programme. Ça marche, merci. Ben Anne-Paul, si tu veux y aller, on démarre donc avec une petite introduction, rappel, enfin rappel.
ou pas de certains principes. Je ne t'entends pas, par contre, Anne-Paul. Oui, désolée, Ouais, j'avais super. pas lâché le son. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente Anne-Paul Métou-Petchimoutou. Je travaille à l'Office international de l'eau et donc je travaille en sciences humaines et sociales, plus particulièrement sur toutes les problématiques sociologiques, mais aussi un petit peu sur la communication. Et donc là, je vais vous présenter quelques principes fondamentaux de la communication. Donc, il faut savoir que la communication est devenue une science il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une cinquantaine d'années. Et donc, c'est une discipline qui se retrouve à la croisée des sciences humaines et sociales. Et elle explore un peu les mécanismes par lesquels les individus et les groupes vont s'échanger les informations et vont tisser des liens sociaux. Donc ça, c'est pour la science. Et évidemment, nous, on va plutôt s'appuyer sur la pratique. Et donc, je vais vous faire référence à certains concepts qui sont centraux et ensuite à des choses qui sont beaucoup plus opérationnelles, mais qui découlent toujours de ces questions théoriques. Euh, voilà. Donc, il faut savoir aussi que tout ce qui est la communication donc a une place aussi en fonction de degré de participation. Elles font partie, comme je disais tout à l'heure, des sciences humaines et sociales, et notamment, elle est beaucoup utilisée dans tout ce qui va être l'information. Enfin, on va utiliser l'information pour faire de la communication. On va avoir la communication qui est entre la consultation, c'est-à-dire qu'on demande l'avis aux personnes. Vous avez la médiation qui se trouve entre la concertation, qui est la co-construction d'un projet, et donc entre l'avis et puis le fait de co-construire ensemble. Et puis ensuite, on a les négociations qui vont permettre d'arriver à une prise de décision. Et la codécision, c'est vraiment le haut au niveau du degré de la participation, puisque là, ça veut dire qu'on décide de décider tous ensemble. Enfin, on décide tous ensemble. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la participation, c'est plutôt le dialogue, la réflexion et la co-construction, c'est évidemment pour travailler ensemble sur un projet commun. La communication, elle est plutôt dans le faire savoir, le faire adhérer, le faire agir. Donc, c'est ça qui est la grande différence. Par contre, encore une fois, c'est une action de participation. Donc, quand vous décidez de faire une action de participation, vous pouvez avoir ce degré de communication. Donc ça, c'est important à retenir. Alors, la différence aussi qu'il y a, c'est qu'on a des façons de faire qui peuvent être différentes. L'information, ça reste quelque chose de descendant. On fait savoir, on porte à connaissance, mais on n'a pas besoin d'avoir une interaction. La consultation, on va déjà avoir un côté descendant et un côté ascendant, c'est-à-dire qu'on attend un retour de la part des personnes. Donc, on va consulter, on va demander un avis. On n'est pas obligé de le suivre au niveau de la décision. Par contre, on peut l'améliorer ou prendre en compte l'avis qui est formulé par les personnes à qui on l'a demandé. On l'a demandé. La concertation, c'est quelque chose qui est plutôt en horizontal, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, on va dialoguer et on va construire ensemble. Donc, on ne demande pas simplement un avis sur un projet, on crée le projet ensemble. On a une idée de projet, on a un lieu, par exemple sur une restauration de rivière, on a un lieu particulier et on va voir avec les habitants, on va travailler avec les riverains, on va travailler avec les usagers pour voir comment on peut aménager ce lieu et faire en sorte que la restauration puisse être positive pour tous. Et puis la sensibilisation, c'est comme l'information, c'est quelque chose qui est descendant, où on n'attend pas obligatoirement un retour. C'est quelque chose où on va donner des informations et on va essayer de faire en sorte que les personnes prennent conscience. Donc on a différentes façons de travailler et la communication, en fonction de si c'est un projet où vous devez informer ou consulter ou concerter, elle n'aura pas le même sens et elle n'aura pas surtout la même façon d'agir.
Donc ça, c'est important. À chaque fois qu'il y a une participation, à chaque fois qu'il y a une mobilisation, on n'a pas le même style de communication et surtout, on va pouvoir avoir une stratégie de communication qui va nous permettre de pouvoir informer parfois, de pouvoir concerter d'autres fois, ou alors de pouvoir consulter ou de faire d'autres actions pour pouvoir avoir toutes les possibilités et toucher le maximum de personnes. Donc là, on va venir un petit peu sur maintenant les choses un peu sur la communication. Je vous ai parlé de l'information et de la communication. Le plus important, c'est les différences entre les deux, c'est de voir. L'information, elle ne s'adresse pas à un public visé. Quand vous faites une information, c'est quelque chose qui peut être très large avec un grand public. Elle n'a pas un souci d'objectivité non plus, l'information. On donne une information sur un sujet. Et elle a surtout pour objectif de porter à connaissance. Nous faisons un projet de restauration. Point barre. La communication, elle est fondamentale et surtout elle est stratégique. C'est-à-dire que la communication doit avoir un objectif derrière, elle doit être anticipée, elle est ciblée. On s'adresse à la population des riverains et on va s'adresser à la population des riverains différemment de si on s'adressait par exemple aux élus ou aux collectivités territoriales. Et elle a un message. La communication, c'est pas simplement je vous dis que je fais un projet de restauration. Là, il va falloir savoir ce que vous voulez exactement faire et sur quoi vous voulez communiquer. Vous voulez que les riverains participent à, par exemple, un chantier pour mettre en place la restauration. Donc, il va y avoir de l'entretien. Et donc, dans ces cas-là, vous allez faire une communication en disant aux personnes, venez tous ensemble, nous avons un grand chantier de nettoyage de rivière et nous allons ensuite avoir un petit moment convivial. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens participent et vous allez pouvoir travailler avec eux au fur et à mesure pour leur dire, ben, vous voyez, ce travail-là, il est important à faire parce que, ben voilà, on va avoir besoin de ce travail pour pouvoir ensuite voir un peu où en est la rivière et proposer une action qui va être un peu plus précise. Évidemment, tout ça, c'est peut-être, c'est comment dire, du fictif, hein. Euh, la communication, qu'est-ce que ça veut dire en soi-même? Ben d'abord, ça vient, et ça c'est important de le savoir, d'un terme qui s'appelle communicare. Alors avec ou sans l'accent, c'est du latin. Ça veut dire c'est une action de faire part, mais en même temps, c'est de mettre en commun. Et ces deux notions-là montrent bien ce que c'est que la communication. On a systématiquement un émetteur et un récepteur. Et au milieu des deux, on a un message. Et donc, quand on va communiquer, ça veut dire qu'il faut avoir conscience nous, on est l'émetteur, on va avoir un message, on va porter un message auprès du récepteur. Et donc, il va falloir prendre en compte à la fois l'émetteur et à la fois le récepteur. Il va falloir se faire comprendre, mais aussi comprendre l'autre, c'est-à-dire adopter un langage qui nous permette de nous comprendre. Donc, la communication, c'est le fait d'établir une relation avec une autre personne ou un autre groupe, hein, en lui transmettant un message. C'est la base de la communication. Ces communications, comme je viens de le signaler un petit peu, elles peuvent être interpersonnelles, c'est-à-dire un émetteur, un récepteur. Voilà, autour d'un café, on discute, on a de la communication. Ça peut être un émetteur et plusieurs récepteurs. C'est donc une communication de groupe et ça peut être une communication de masse. Par exemple, j'envoie sur les réseaux sociaux pour tout le monde parce que j'informe tout le monde. Eh bien, c'est un émetteur pour un public large. Ce qu'il faut voir, ça va être la manière dont la communication va se mettre en place. Déjà, il y a un sujet, il y a une intention. Pourquoi je communique? L'entretien des berges d'un cours d'eau, par exemple, en prévention des inondations. Ça, c'est un sujet, c'est le contexte et ça va être l'intention. Pourquoi je le fais? Qui? Ben, c'est l'émetteur. Donc, ça veut dire qui je suis. Par exemple, un syndicat de rivière. Le quoi, ça va être le message. C'est-à-dire que on va dire comme message, les propriétaires riverains ont une obligation d'entretenir régulièrement le lit des berges et les berges. Ça, c'est la loi et on citera l'article correspondant à la loi. À qui? Ben, au récepteur, c'est-à-dire le destinataire. Ici, c'est les propriétaires riverains. On attend parfois émetteur, récepteur. Si on souhaite savoir si le récepteur a bien compris, il va nous répondre et donc on aura son retour qui va remettre à l'émetteur. Si par exemple la personne ne comprend pas l'article réglementaire, faudra lui expliquer ce que ça signifie pour elle dans la mise en place de cet article, donc ce que c'est que l'entretien des rivières. Donc l'émetteur va repartir dans la chaîne de communication.
Et le comment, bah, c'est le canal. Le canal, ça veut dire, par exemple, une plaquette. Comment on entretient un cours d'eau ou un guide. Ce qui est important, et c'est la petite phrase à bien avoir en tête, la communication, c'est le qui dit quoi, à qui, comment, pourquoi. Une fois que vous avez cette phrase-là, vous avez déjà une idée de la manière dont vous allez pouvoir communiquer. Qui dit quoi, à qui, comment et pourquoi. Et donc, on va évidemment s'intéresser à ces différentes choses. Autrement dit que le qui dit pourquoi, comment, on va vous dire s'il y a un objectif, il y a des cibles, il y a des messages et il y a des moyens. Pourquoi, à qui, dit quoi, comment. C'est dans l'autre sens, mais ça vous permet de voir, en fait, là encore, quelles vont être les étapes qui vont permettre d'aboutir à une communication et de mettre en place sa communication. Ensuite, au niveau de la communication, vous avez différents objectifs. Vous pouvez avoir des objectifs cognitifs, ce qu'on appelle le cognitif, c'est le faire connaître, le faire se voir. Typiquement, on va mettre un panneau, entretien rivière, on est en train de faire un entretien de rivière, etc. On vous montre ce que c'est. Voilà, on vous fait connaître le fait qu'on va préparer un entretien de rivière. L'objectif affectif, c'est celui de faire apprécier, c'est faire parler de soi. L'entretien des rivières, les pêcheurs au travail. Petit article dans une revue de presse. On parle de ce que c'est que l'entretien des rivières, on parle de qui le met en place et donc on va parler de comment on le met en place. Et puis l'objectif conatif, c'est de faire agir, c'est-à-dire faire passer à l'action. C'est pas simplement vous dire il y a l'entretien des rivières, il faut le faire, c'est aussi comment il faut le faire. Et il faut que vous vous agissiez, vous, parce que vous êtes propriétaire riverain. Et dans ces cas-là, on va vous donner, par exemple, des conseils. Et là, typiquement, vous avez une affiche qui dit agissons sur nos rivières, agissons pour nos rivières. Et vous avez ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut prendre en compte et ce qui est bien à faire. Donc là, on a passé à l'action. 3 formes de communication, 3 objectifs qui sont différents et qui donc il faut prendre en compte aussi dès le départ quel type d'objectif on va avoir. Donc ensuite, on a la question, donc l'objectif en lui-même. Il faut se poser ces questions. Qu'attendons-nous de cette communication? Quels sont des indicateurs qui vont nous permettre de vérifier si nos objectifs sont atteints? Est-ce qu'ils sont quantitatifs? Est-ce qu'ils sont qualitatifs? Et ensuite, les objectifs sont-ils formulés de façon SMART? Alors, la fameuse façon SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est important d'avoir en compte ça. C'est-à-dire que vos objectifs, vous allez devoir en fait les mesurer, savoir justement si vous avez réalisé cet objectif et est-ce qu'ils sont atteignables. Si vous vous donnez un objectif qui est inatteignable, systématiquement, la communication, ça va pas fonctionner. Il faut qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que ce soit faisable. Et puis temporel, il faut avoir une échéance de temps. La communication, vous pouvez très bien avoir un acte qui est tout de suite, une information, parce que vous avez besoin que d'une information, mais vous pouvez aussi mettre en place une stratégie de communication qui va vous permettre d'avoir des actions à court terme, à moyen ou à long terme, en fonction de l'objectif que vous avez formulé. Par exemple, sur cet entretien de rivière, si vous voulez que les propriétaires riverains agissent, ça veut dire et s'engagent dans un entretien régulier des rivières. Vous allez peut-être faire plusieurs étapes avec une information, il faut entretenir, voici l'article de loi. Ensuite, vous allez peut-être avoir une sensibilisation, faire prendre conscience de l'importance de l'entretien des rivières. Puis ensuite, vous allez mettre en place des ateliers pour former les personnes à comment on met en place son entretien de rivière, comment on fait, hein, on le fait opérationnellement. Et puis ensuite, vous allez reproduire avec un événement convivial régulièrement, de telle façon que tout le monde puisse participer. Puis à un moment donné, les gens vont s'engager et peut-être pas créer des ambassadeurs d'entretien de rivière où vous allez avoir des personnes qui vont prendre en charge le fait de sensibiliser d'autres personnes, etc. Et vous allez avoir une boucle vertueuse. La communication, elle n'est pas un objectif en soi. Elle est liée à un projet, elle est liée à quelque chose. L'objectif va vous permettre, l'objectif de la communication est toujours lié à une finalité. Donc ça, c'est important aussi de Nicole, on savoir. donne encore 5 minutes. Ouais, je me dépêche. Cet objectif, c'est vous vous intéressez à les personnes. Donc, vous allez avoir des cibles.
Vous pouvez avoir des cibles qui sont les cibles, les propriétaires riverains ou par exemple des agriculteurs. Vous pouvez avoir des cibles principales qui sont plutôt les propriétaires riverains de façon générale, ou vous pouvez avoir les riverains, propriétaires ou pas. Ça permet aussi d'avoir les différences de cibles. Ensuite, vous allez avoir le message. Le message, c'est la communication. Il est transmis donc de l'émetteur au récepteur, c'est ce qu'on a vu. Il a différentes formes, verbales, non verbales et écrit, et il a différents canaux de transmission, par exemple un support numérique ou alors un support papier. Et là aussi, il y a des questions à se poser. Quel est le message principal? Est-ce qu'ils sont bien identifiables? Est-ce qu'ils se cadrent bien avec les objectifs? Les 7 C. Il faut que ce soit clair, court, concis, concret, complet, cohérent, compréhensible. Évidemment, vous aurez les diapos, ce sera plus facile pour retenir. Et après, une fois que vous avez tout ça, eh bien, il va falloir aussi savoir quels sont les moyens. Eh bien, quels vont être vos moyens financiers, humains, et puis aussi la question du comment, donc quand, où, avec qui. Et tout ça, vous allez pouvoir l'inscrire, donc ça, c'est les différents supports, dans un plan de communication. Et le plan de communication, c'est exactement ce que je viens de vous mettre, ce que je viens de vous dire, à part que pour une action, ça va être toutes les actions que vous allez faire. Il va falloir que vous analysiez votre contexte, pourquoi vous voulez le faire, où vous voulez le faire, comment vous le voulez faire, etc. Ça va être dans votre plan d'action. Autrement dit, analyser le contexte, définir les objectifs, identifier les cibles, élaborer votre message, choisir les canaux, définir les moyens et planifier. Et en fonction de votre finalité, vous allez pouvoir avoir plusieurs lignes qui vont vous faire un plan d'action tel que celui-là, avec quelle action on va faire, quel canal, quel livrable, qui est responsable, hein, c'est mieux d'avoir le responsable. Et donc, en gros, à quel moment, par exemple, est-il nécessaire de communiquer? Si vous communiquez avec des agriculteurs, vous allez devoir communiquer avec eux en fonction du créneau où ils sont attentifs à la communication. Si c'est en plein milieu de la récolte, vous n'aurez aucun agriculteur qui viendra écouter ce que vous dites, ou en tout cas, la communication pourra être biaisée. Donc, c'est important de se poser ces questions. Et encore une fois, important aussi de se poser la question, est-ce que mon plan de communication est réaliste? Est-ce qu'il est faisable? Et quel est le moyen de communication qui est le plus approprié? Pour certaines personnes, ça peut être, par exemple, les jeunes, on va passer par Instagram, par TikTok, par les réseaux sociaux. Et puis peut-être sur une personne de 60 ans, on va plutôt passer par le papier. On va faire un communiqué de presse. Voilà. Donc on a différents moyens et il faut vraiment réfléchir ça en amont. Une action de communication, elle s'inscrit dans un temps qui peut être court ou long, mais il faut surtout qu'elle soit réfléchie dès l'amont et savoir vraiment ce qu'on veut en faire et pourquoi on veut le faire. Donc en gros, hop, il faut donc fixer des objectifs à atteindre avec une direction claire. Assurer une cohérence des messages si vous avez plusieurs et si vous faites une campagne de communication pour harmoniser aussi les contenus et les supports. On sache que c'est une communication pour telle chose et vous allez la faire et la décaler sur plus de temps. Optimiser les ressources, hein, donc anticiper le budget, les ressources, les moyens humains, est-ce que je les ai, est-ce que je les ai pas, est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre intervienne, etc. Cibler les audiences, c'est-à-dire les cibles. Et quelles sont leurs attentes aussi, parce qu'il faut aussi que vous vous mettiez à la place du récepteur si vous voulez être efficace, et puis avoir un planning prévisionnel, notamment avec la temporalité, vos livrables, les supports de diffusion. Malgré tout, quand vous avez votre plan d'action, il faut rester flexible et souple parce que, évidemment, comme tout plan d'action, il y a des fois des choses qui se modifient et, par exemple, la cible, elle peut évoluer, le contexte peut évoluer et donc il est important aussi d'avoir ces notions-là. Un plan de communication évolue aussi en fonction de la manière dont votre communication est reçue et vous pouvez le modifier régulièrement pour qu'il soit vraiment efficace. Dernière slide. Ce qui est important aussi de savoir, c'est quand vous discutez, notamment dans un dialogue, vous discutez avec une personne, votre message initial, vous avez à la fin, ce que vous transmettez, c'est simplement 10%. Vous avez ce que vous avez à dire, ce que je pense, ce que je sais dire, ce que je dis effectivement, ce que la personne qui écoute entend, ce que le récepteur écoute, ce qu'il comprend, ce qu'il admet, ce qu'il retient, et la transmission que 10%. Donc, vous voyez, le message s'estompe. Et il est important aussi de le prendre en compte parce que parfois, et notamment si vous voulez que ce soit quelque chose qui devienne récurrent, ben ça veut dire qu'il va falloir avoir un temps et une répétition régulière pour que le message soit enfin transmis
correctement par rapport à vous, ce que vous avez dans votre, ce que vous voulez communiquer. Voilà, j'ai été un peu vite sur certaines choses, mais vous allez voir, tout est dans le diaporama. Je vous remercie. Oui, merci Anne-Paul. Donc bon, je pense que c'est des choses que pour tout ou partie vous connaissiez déjà à peu près, Oui. mais ça nous semblait quand même important de refaire le tour avant de continuer. Et du coup là, on a d'abord présentation de deux outils, et puis après on finira donc avec les deux témoignages. Donc d'abord, je passe la parole à Alexis Guilpart, qui fait partie du groupe de travail communication du Centre de ressources, pour présenter un outil qui n'est pas encore publié. Donc là, c'est un peu de l'avant-première. Et Anne-Paul, il y a eu quelques questions pour toi si, dans le chat, si jamais voilà, je m'arrête pas pour tenir le programme, mais si jamais tu veux répondre à l'écrit, n'hésite pas. Alexis. Eh bien, merci Maxime. Donc, bonjour à toutes et tous, hein. Je suis Alexis Guilpart et je travaille à France Nature Environnement en tant qu'animateur de la thématique eau. Et c'est à ce titre que je participe au centre de ressources et à son GT de communication. Normalement, voilà, ça se partage. Et hop, hop, hop. Hop, ça se lance normalement. Voilà, mon écran qui est bien partagé. Donc, je vais insister C'est bon, aujourd'hui. ouais. Ça a été déjà évoqué, mais sur vraiment l'importance de choisir sa cible. Et donc, comment est-ce qu'on en est venu à travailler sur ce sujet-là et à en faire un enjeu finalement prioritaire pour les acteurs de la restauration des cours d'eau. C'est parti d'un constat, hein, c'est que ça a déjà été évoqué rapidement, les enjeux autour des cours d'eau, mais on pourrait dire ça de l'eau en général, hein, tout ce qui touche à leur restauration, leur préservation, c'est des enjeux qui sont complexes, qui sont techniques, qui sont multiples et qui peuvent aussi donner lieu à des controverses. Donc vraiment, la communication autour de ces enjeux, autour de ces activités est fondamentale. On constate aussi que les acteurs de l'eau communiquent, mais de façon très diverse, avec différents sujets, différents canaux, différents formats, et on l'a dit aussi avec différents moyens. Il y a parfois des structures qui n'ont pas de ressources ou de professionnels dédiés en leur sein, et ni forcément les moyens de sous-traiter ou de copartager cette tâche avec d'autres structures. Donc il y a un besoin d'être accompagné, et globalement, au sein du centre de ressources, on a eu un sentiment partagé entre différents acteurs, vraiment avec des postures collectivités, associations, structures publiques, parapubliques, privées, qui a une difficulté à bien communiquer sur le sujet de la restauration des cours d'eau. C'est pourquoi on a constitué un groupe de travail communication. Donc là, il y a les membres du GT qui apparaissent. Alors, c'est pas très élégant, mais c'est par ordre alphabétique, donc j'apparais en premier. Mais voilà, on a à la fois des personnes d'agences de l'eau, de réseaux de techniciens de rivière, de fédérations, d'associations. Donc, des remontées qui viennent un peu du terrain, mais via des têtes de réseau, qui ont un peu identifié d'abord des besoins. Qu'est-ce que notre centre de ressources pourrait fournir comme réponse à ce besoin de mieux communiquer? Donc, un diagnostic sur les stratégies de communication, des formations, des outils. Et le premier livrable que je vais vous présenter là, qu'on a construit en interne, parce que autant les autres besoins, on n'est pas forcément légitimes et assez compétents pour les construire tout seul, mais celui-là, on a vraiment amorcé le travail de le construire à partir de nos petites mains. C'est un guide de ciblage, un guide, on peut dire guide ou grille de ciblage, donc un petit outil assez simple, mais qui va vraiment insister là-dessus. Donc Anne-Paul l'a déjà pas mal souligné, je reviens pas en détail dessus, mais le ciblage, c'est vraiment un élément clé dans une action de communication, puisque une communication mal ciblée, automatiquement, à moins vraiment d'avoir un coup de chance, elle va être ratée, elle va pas prendre, le message ne sera pas bien transmis. Des choses qu'on dit assez souvent avec mes collègues du service com de France Nature Environnement, c'est que le grand public n'existe pas. Si on parle à tout le monde, en fait, on s'adresse à personne. Alors, on peut avoir une cible très large, hein, ça peut être les citoyens français, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça, c'est pas tout le monde déjà. Donc, le grand public, se dire je travaille et je vais m'adresser à tout le monde, c'est pas une méthode. Il faut identifier une cible, quand bien même elle serait assez élargie. Et l'autre point assez important, et qui a déjà aussi, donc je passe rapidement dessus, mais c'est on identifie sa cible et ensuite on va définir
la forme du message et les médias par lesquels on va. Donc là, j'ai mis une image de pétanque. C'est vraiment une allégorie que mon directeur de la communication utilise beaucoup chez nous. Il dit souvent dans une opération de communication, le cochonnet, c'est la cible, la boule de pétanque, c'est le message, et notre main, qui est le média, et ben finalement, parfois, l'envoie un peu n'importe où, on vise pas forcément bien parce qu'on n'a pas identifié exactement qui était le cochonnet, où est la cible. Et pour bien jouer à la pétanque, et ben, il faut avoir les yeux rivés sur la cible. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit, la première étape, en fait, c'est que les acteurs de l'eau apprennent à bien cibler. Et donc pour faire ça, on s'est dit, bah, un guide de ciblage, on va le construire déjà en collectif, hein, au sein du groupe de travail, tout le monde a participé. On a défini des catégories, ça a été un travail de catégorisation, donc quelle cible globalement pour communiquer autour des cours d'eau on peut se répartir, et collecter et classer aussi quelques informations à mobiliser sur ces cibles. Et donc, ce travail collectif, ça a été de la discussion collective plus un peu de recherche biblio pour un peu étayer ce qu'on avait à dire. Et on a abouti globalement à un guide qui aujourd'hui est assez court, assez synthétique, hein. Il fait 14 pages à l'heure actuelle et qui est très construit autour de grilles et de tableaux. On a partagé ce guide à un premier panel d'usagers et de tests qui nous ont fait des premiers retours. Et on espère bientôt pouvoir le finaliser et diffuser en tout cas une première version à tout le monde. Donc pour l'instant, là, j'ai la petite image, vous voyez, c'est une mise en page assez simple, hein, parce que on en est encore dans une phase, voilà, l'habillage viendra peut-être après. Donc les 6 grandes cibles identifiées comme prioritaires, il y en a d'autres, mais on s'est dit c'est sur celles-là qu'on veut travailler en priorité et c'est celles-là qui vont intéresser le plus de monde. C'est les suivants. Donc la presse et les médias, c'est-à-dire c'est une cible en soi, ça peut être des relais de notre message, mais finalement c'est parfois les médias qui vont avoir une initiative de communiquer autour des cours d'eau, et donc ça peut être intéressant de les sensibiliser. Les riverains des cours d'eau. Donc les riverains de cours d'eau, dedans, en fait, ça peut regrouper plusieurs sous-catégories, mais on a décidé d'en faire un bloc. Les élus locaux, les exploitants agricoles, les acteurs de l'urbanisme, là aussi, hein, ça peut recouper à la fois projets d'aménagement, services de collectivité dédiés à l'urbanisme, voilà, plusieurs postures techniques, mais en tout cas la dimension aménageur, et le corps des hauts fonctionnaires de l'État, donc les gens qui vont travailler finalement à des postes assez décisionnaires, assez pilotes sur les questions qui toucheront au cours d'eau, notamment les préfets, entre autres. Et pour chacune de ces catégories, on a défini des informations qu'on va regrouper, donc à la fois la thématique d'intérêt, qu'est-ce qui est susceptible d'intéresser cette cible, l'outil, le support de communication, donc plutôt pour pouvoir avoir des outils adaptés, la taille, le format, le niveau de détail, le type d'information aussi. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va avoir besoin d'une information chiffre-clé, droite au but, des données plus détaillées, plutôt un témoignage de pair dans lequel il pourra se retrouver, etc. Le mode de diffusion. Comment est-ce que, enfin voilà, selon le type de public cible, ce sera évidemment pas du tout le même média au final, et éventuellement aussi les relais de diffusion, c'est-à-dire est-ce que parfois c'est pas nous directement qui allons porter ce message, mais il va y avoir des structures ou des acteurs qui seront nos ambassadeurs, nos relais. Donc là, ça répond encore une fois à des questions qui ont été déjà un peu abordées: quel sujet, comment, avec quoi, où et qui. Et donc, alors là, ça s'affiche peut-être en petit, donc ce que je vais faire, je l'avais mis au cas où, mais je vais vous partager plutôt directement le document, ce sera plus joli, un peu très rapidement, parce qu'on va pas pouvoir balayer tout le guide, et puis c'est pas l'objet du webinaire, mais plutôt en balayer juste un exemple. Hop, donc là, normalement, voilà. Je vous propose d'aller sur les riverains de cours d'eau. Euh, donc, on a détaillé en gros qu'est-ce qu'on entendait par riverains de cours d'eau, des gens qui vivent à proximité immédiate du cours d'eau, qui ont une relation à la rivière à la fois pratique et émotionnelle. Et donc après, toute la perception qu'ils peuvent avoir un peu dans leur diversité. Donc les thématiques qui vont les intéresser, je ne vais pas
tout vous lire, mais en gros, on a retenu le cadre de vie, l'esthétique, la sécurité, puisqu'ils sont exposés au risque d'inondation, éventuellement à l'érosion, aux moustiques, des usages un peu quotidiens du cours d'eau, une valeur patrimoniale, foncière de leur maison ou du terrain qui borde ce cours d'eau, puis parfois voilà, un attachement assez émotionnel, identitaire, lié à la mémoire locale, etc. Donc les outils de communication qui pourront particulièrement les toucher, ça va être de la réunion publique de proximité, hein, dans la salle communale, etc., des débats, conférences avec un écologue ou des grands témoins qui leur parleront assez concrètement, mais ça peut être aussi de la balade, ça peut être de la sortie avec des scolaires, ça peut être finalement tout un tas de supports un peu de relations en direct. Ça peut aussi être des articles et des reportages dans des médias. Et ce qu'on a noté aussi à chaque fois dans ces catégories, c'est quand on en identifiait, c'est des choses à éviter. Puisque finalement, le mauvais ciblage, c'est aussi voilà, de se tromper de support. Et donc là, des documents trop techniques ou des flyers qui peut-être peuvent les inviter à une réunion publique, mais en tout cas, si on leur met un flyer dans la boîte aux lettres, il ne faut pas que l'information soit sur le flyer, parce que là, on en reçoit trop dans sa boîte aux lettres. Une présentation qui va être trop descendante ou sans interaction, puisque eux, ils sont finalement acteurs du, du terrain aussi. Donc, il faut finalement que ce soit quelque chose d'assez bilatéral, d'assez partagé comme façon de communiquer. Le type d'information, ça va être plutôt de l'explication, des témoignages de pairs avec des exemples, des récits, des photos, des vidéos. Ce qui sera plutôt à éviter, ça va être de forcément partir sur des choses trop scientifiques et techniques sans accompagnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se l'interdire, mais le riverain du cours d'eau n'est pas nécessairement un technicien qui va avoir cette approche base de données, on va dire. Le mode de diffusion, là, ça va être plutôt des choses qui vont être liées à la proximité, à la commune. On peut s'appuyer vraiment sur on peut recourir au papier, à l'envoi postal, mais encore une fois, peut-être plutôt pour inviter à l'information, à recevoir l'information dans un autre cadre que directement sur le papier. On peut passer par les réseaux sociaux, mais pas n'importe lesquels. Il faut cibler peut-être des comptes et des pages de collectivités ou d'associations locales, etc. Et les relais, ça peut être évidemment les élus. Généralement, un riverain, il va écouter son élu, même s'il n'est pas forcément aligné politiquement avec lui. Il y a une forte écoute de la part de l'élu local, enfin de ce qu'il a à dire. Mais ça peut être aussi les comités de quartier. On avait identifié notamment les associations contribuables, puisque les gens qui ont des résidences secondaires, ils ne vont pas forcément avoir un lien directement avec la mairie au jour le jour, mais par contre, une association via l'aspect finances publiques, ça pourra l'intéresser. Et aussi toutes les associations locales qui l'amèneront à interagir avec son cours d'eau. Donc, finalement, pour chaque chapitrage, hein, chaque cible, donc là, c'est sur les riverains de cours d'eau, on a ajouté, en plus de cette grille, un petit commentaire globalement sur qu'est-ce qui rendra ou pas cette communication efficace, ce à quoi là en l'occurrence les riverains sont attentifs. Et pareil, pour chaque chapitre, on a mis une petite biblio sur laquelle on s'est appuyé pour raconter tout ça, pour remplir le tableau. Donc souvent des travaux de sciences sociales, de sociologie, mais ça peut être aussi un peu des articles divers et variés, des guides aussi, puisque nous ne sommes pas les seuls à à nous être posé ces questions. Elles étaient déjà un peu éparpillées partout. Donc voilà, j'arrête le partage ici. J'espère que j'ai pas trop débordé. Et donc voilà, ce guide toujours, enfin qui est encore en cours de construction, hein, finalement, qui aura peut-être plusieurs versions aussi. Là, ça peut poser question, par exemple, d'avoir juste ces catégories-là qui sont ciblées. Je ne sais pas si ça vous fait aussi réagir là-dessus, mais voilà. Super, merci beaucoup Alexis. On peut peut-être, ouais, donc moi je fais partie aussi du groupe de travail du centre de ressources là, donc j'ai accès aux infos. Selon la temporalité de finalisation du document, s'il est finalisé avant l'envoi du mail avec la rediffusion de la webcon, je vous mettrai le lien dans le mail. Mais sinon, de toute façon, quand on l'aura, en fait, il nous reste surtout à le mettre en page et à le partager. On essaiera de le diffuser assez largement. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil clé en main qui répond à un des besoins évoqués, celui de réussir à cibler. Donc là, l'objectif, c'est voilà, vous essayez de vous gagner du temps pour que vous ayez un peu les infos clés sur 6 publics qui sont a priori dans les plus récurrents.
Voilà. Merci beaucoup Alexis. Il y avait une ou deux remarques, mais je préfère qu'on garde du temps pour échanger sur les témoignages. Donc on va sauter sur le deuxième outil qui est aussi un autre mini-guide. Je vais passer la parole à Lisa. C'est un mini-guide qui a été développé pour la thématique milieu humide, mais qui s'applique tout à fait aux gestionnaires de cours d'eau. Donc là, voilà, on fait un jump du centre de ressources milieu humide vers le centre de ressources cours d'eau. Et c'était voilà, l'occasion de vous le présenter rapidement. Elisa, je te passe la parole. Merci beaucoup. Tout est bon. Vous voyez bien le diapo, Ouais, le tu peux y son. aller. Ça, c'est super, trop chouette. Du coup, je me présente. Je suis Elisa Bézier, donc médiatrice scientifique à l'OIO. Et du coup, c'est parfait pour parler justement de, des connaissances techniques et les passer à un public plus large, pas le grand public, et notamment les médias, donc qui ont été une cible identifiée. Donc pour ça, je vais vous présenter un mini-geek s'appuyer sur les médias que nous avons fait avec Maxime l'année dernière, avec plusieurs outils de compréhension pour passer à l'action. Alors pour entamer, sur la gauche, c'était une illustration pour à garder en tête, c'est une illustration du pouvoir médiatique. En fait, le 24 novembre 2024, le courrier à Becquerel a été officiellement annoncé comme éteint. Et le lendemain, il y a eu plein d'articles. Le surlendemain, plus rien. Donc ça montre un peu la fenêtre temporelle et comment réagir avec les médias. Donc ce petit guide, c'est pour donner clé de compréhension, pour mieux faciliter le passage à l'action et aussi centraliser tout ce que, disons, technique journalistique. Alors du coup, ce guide se divise en trois parties qu'on va plus ou moins aborder en détail. Sur comment les milieux humides sont traités dans les médias, comment communiquer grâce aux médias et du coup les outils techniques. Alors pour le contexte, ce mini-geek se base sur une étude faite par Louis et Maxime sur la couverture médiatique des milieux humides de 49 à 2022, donc qui est disponible gratuitement. Dans cette étude, deux sources principales, l'Inatec pour la télévision et la radio et Europresse pour la presse écrite. Alors du coup, ça ne prend pas en compte les réseaux sociaux, mais du coup, ça va donner une idée en tout cas sur les médias dits plus classiques. De cette étude, il y a 80 000 émissions et 1,5 million d'articles contenant au moins un terme lié au milieu humide. Donc ça peut être dans le titre, montré à l'écran ou dans le chapeau. Mais du coup, ça cache des choses derrière qui ont été analysées. Alors, ces milieux humides, euh, ils sont traités, c'était montré, évoqué à l'écran, comme je l'ai dit, et ça joue sur la perception qu'a le public des milieux humides. Plus une association de mots est récurrente dans des médias, plus le public va se forger une image sur le long terme, donc ça va créer certains stéréotypes. Donc ça, c'est la couverture médiatique. Alors, de cette étude, il y a deux cas de figure qui s'observent très intéressants. Une partie de la couverture médiatique vise à sensibiliser le public, donc c'est beaucoup plus fréquent dans la presse écrite qu'à la télévision, et c'est très souvent lié à une actualité locale, notamment le lancement d'inventaires ou des tensions locales. Donc, mais ça, c'est un cas très minoritaire. Et donc là, il y a quelques exemples où c'est vraiment en fait des articles de fond, c'est beaucoup d'articles. Et le cas majoritaire, c'est un traitement indirect. C'est que le milieu humide est évoqué pour situer l'action, nommer un lieu ou identifier un territoire. C'est particulièrement vrai pour les milieux humides de grande taille, comme les marais, les estuaires, les lagunes, dont la topographie crée une identité paysagère reconnue de tous au niveau national. Donc là, il y a quelques exemples justement sur des termes de localisation au niveau local. Alors, je vais passer un peu plus vite pour après aller dans le concret. Ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que 85% des articles de presse proviennent de la presse régionale. Et dans la TV régionale, en fait, les milieux humides sont très présents. Donc, en fait, les écosystèmes sont beaucoup présents dans l'aura médiatique, dans un premier au niveau local. Et du coup, en conséquence, il est plus sage, disons, de cibler la presse régionale et les médias de proximité pour une stratégie plus efficace. C'est eux, avant tout, qui touchent les riverains, les usagers, les partenaires locaux. Alors là, après avoir vu au niveau des GCL, il y a toutes, au niveau de chaque milieu humide n'est pas traité de la même manière.
Il y a quelques exemples. Par exemple, les marais dans la télé, c'est 10% de dessins animés. C'est un peu mon préféré qui en dit beaucoup sur la perception. Et donc là, c'est détaillé plus en détail dans le guide, mais vous pouvez voir aussi ce qui est intéressant, c'est que milieu humide tout à droite, on voit pas beaucoup les barres, mais parce que c'est arrivé dans les médias en 2020, donc déjà, le terme milieu humide n'est peut-être pas si connu en soi. Alors du coup, là, c'est comment dire, tous les points importants retirés de l'étude pour construire le guide. Alors du coup, avec ça, ça donnait des pistes qu'on a étudiées pour mieux communiquer sur les milieux humides. Déjà, le vocabulaire. Alors, à chaque fois, chaque milieu humide euh, est associé à certains mots. Un des exemples, c'est que dans les milieux océaniens, c'est beaucoup le mot delta et estuaire qui sont couramment utilisés. Et les milieux alluviaux, le mot alluvial est quasi absent. Donc, et ça porte beaucoup sur les mares. Donc, ça aussi, c'est détaillé dans le guide. C'est prendre en compte le fait que votre vocabulaire et le vocabulaire transmis n'est pas le même et que ça crée déjà une différence de compréhension. On a la dimension identitaire. L'étude nous a montré que les milieux humides sont souvent utilisés pour identifier un territoire, donc de manière indirecte. Il y a notamment certaines chaînes locales, comme des pages de presse qui s'intitulent Plaine et Marais. Donc ça fait partie d'une identité locale. Donc les habitants s'y sont attachés, comme dit précédemment, parfois sans s'en rendre compte même. Donc il y a certaines fois des événements festifs autour des rivières zones humides, vu que c'est pour réunir des habitants qui partagent une identité territoriale ensemble, donc qui peut favoriser l'attachement et la sensibilisation à des milieux humides. Alors là, c'est les stéréotypes. C'est particulier dans le sens où il faut les prendre en compte. L'objectif, c'est pas forcément d'aller dans le sens des stéréotypes véhiculés par les médias, mais ne pas les ignorer non plus. Donc c'est pour montrer qu'il y a des images récurrentes, on sait qu'il y a des perceptions. L'idée, c'est plus de les connaître pour pouvoir mieux les dépasser. Donc par des angles inattendus, ça peut être le bien-être, le patrimoine, enfin apporter un autre point de vue tout en qui intéresserait plus les journalistes. Alors, il y a les opportunités. Comme au tout début cité, là sur le graphique, il y a le nombre d'articles par mois. Et donc, février, on voit bien avec la Journée mondiale des zones humides, les journalistes sont plus à même d'être prêts à recevoir du contenu, à écouter. Donc, il y a des fenêtres plus ou moins larges à ne pas omettre. Donc là, c'est sur un mois. Mais il y a aussi le cas d'inondation, sécheresse ou tension locale. Donc, dans ce cas-là, ça va être une fenêtre beaucoup plus courte. Alors, il y a aussi des initiatives médiatiques à ne pas oublier. Donc, il y a des médias spécialisés. Donc, j'en ai cité quelques-uns sur la gauche. Et sur la droite, c'est ne pas hésiter à aller voir le journalisme de solution. Donc, c'est un format particulièrement adapté pour valoriser les actions concrètes sur le terrain, puisque ça se penche sur les solutions, pas que environnementales, mais à des problèmes sociaux bien ancrés. Alors là, c'est au niveau des outils plus techniques. Donc en fait, dans le guide, il y a à chaque fois des exemples, des outils techniques et les bonnes pratiques. Le premier qui est souvent omis, c'est la veille presse, qui est le point de départ de toute stratégie de communication. Ça permet de savoir qui parle des milieux humides, comment et avec quels mots. Donc quel type de stéréotype. Alors, il y a beaucoup d'outils pour automatiser, parce que ça peut être très long, mais comme Feedly, Scoopit, et après, il faut compléter avec de la presse locale papier, une autre veille aussi, pourquoi pas réseaux sociaux. Euh, la suite, c'est que du coup, avec la veille presse, vous allez sûrement voir des journalistes qui traitent des milieux. Et là, en fait, la base contact presse, ça va être un carnet d'adresses stratégiques. Nom, prénom, rédaction, sujet couvert, mail, téléphone. Ça permet de vraiment cibler directement des personnes qui seront plus à même d'être intéressées. Donc, en fait, ça se construit petit à petit au fil de la veille. C'est conseillé de mettre à jour environ tous les 6 mois. Les journalistes changent beaucoup de postes, donc c'est un peu dans les bonnes pratiques. Euh, Pareil, on évite les envois de masse, il faut cibler aussi dans le public des journalistes. Et à chaque échange compte parce que les journalistes, c'est sur le long terme et c'est chaque échange qui crée la confiance dans ce que vous proposez. Alors, en termes d'outils, on a
notre base contact, on a fait notre veille presse. Maintenant, concrètement, il existe plusieurs manières. Il y a le communiqué de presse. C'est l'outil de base. La structure, c'est un titre accrocheur, le chapeau, donc les 5 W journalistiques détaillés. En général, un texte. Les journalistes apprécient des citations, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment aller à l'essentiel en une page max. Il y a des créneaux d'envoi idéaux qui sont détaillés parce que pour avoir une idée, les journalistes reçoivent environ par semaine 300 mails et selon l'étude de scission, ils considèrent qu'il y a 70% des propositions qui ne sont pas forcément adaptées. Et il y a son grand frère, le dossier de presse, que c'est plus complet que le communiqué, c'est plutôt à réserver pour les sujets complexes et à des lancements importants. Donc là, il y a structure et il y a plus aussi de conclusions et d'éléments de fond des contacts d'experts. On peut mettre plus de photos, d'infographies, de renvois vers des interviews. Euh, et voilà, donc là, c'est vraiment à préparer bien en amont, ces deux-là. Ensuite, on a le mode de diffusion. Donc là, pareil, c'est au niveau du contact, c'est détaillé. Il y a quand mieux envoyer un mail, comment ne pas sur-solliciter. Mais voilà, c'est un peu plus détaillé. Alors, un des outils aussi, la conférence de presse, à réserver pour des annonces majeures ou la gestion de crise, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Mais ça crée un moment fort avec des interactions directes qui, qui peut faciliter. Un des conseils, c'est d'organiser avec des partenaires pour maximiser l'impact et la crédibilité. Et c'est aussi beaucoup plus simple à organiser et il y aura plus de chances que des gens viennent. Il y a plusieurs formats accessibles détaillés. Ça peut être des petits déjeuners médias, des points presse en ligne. Enfin, il y a plusieurs formats. Euh, Quelque chose qui a été remonté, c'est là, on a d'abord le suivi et analyse. Donc ça va prendre en compte après. En fait, si vous avez eu un article, il faut savoir qui l'a repris, combien il a eu de vues, est-ce que voilà. Donc en fait, après, ça permet, on retourne la boucle de réalimenter votre veille presse et de découvrir de nouveaux contacts. Donc voilà, c'est un suivi sur le long terme. Euh, et je terminerai avec ces deux-là. C'est réaliser une bonne interview. Parce que si tout marche bien, vous allez peut-être pouvoir être interviewé. Donc, enfin, voilà, il y a quelques conseils aussi détaillés dans le guide. Se renseigner en amont, ça c'est tout le temps. Le public cible du média, garder des messages clairs en tête, la ligne éditoriale du média. euh, Ne pas hésiter aussi à utiliser des images et des analogies parlantes et d'éviter le jargon. Ou si vous utilisez du jargon, voilà, vous utilisez du jargon, il faut bien expliciter pour éviter perte d'informations et de pouvoir permettre aux journalistes de mieux comprendre et de mieux retransmettre l'information. Euh, Il y a une des choses, c'est ne faut pas se laisser abattre par une mauvaise expérience, forcément. Donc voilà, après, ça s'apprend. Et enfin, les visites terrain, ça a été évoqué précédemment, donc c'est particulièrement adapté pour les milieux humides. Donc, c'est emmener un journaliste sur le terrain. On montre, on discute. Ça a aussi l'aspect émotionnel et ça va apporter un autre angle, le point de vue direct du journaliste. Et c'est bien pour des longs reportages. Mais ça prévoit du temps, c'est un investissement, mais les retours peuvent être beaucoup plus intéressants en termes d'angle journalistique. Alors, du coup, ce mini-guide qui fait environ voilà, une quinzaine de pages, il est téléchargeable gratuitement. Je vous ai mis quelques ressources en plus, donc notamment l'Observatoire des médias sur l'écologie qui a été lancé en 2024. Euh, en- pour conclure, je dirais que les médias, ils sont pas neutres en milieu humide dans le sens où ils véhiculent des stéréotypes et des angles récurrents, un vocabulaire qui n'est pas forcément celui technique, mais une fois qu'on connaît des mécanismes, on peut les utiliser plus à son avantage en termes de communication, le choix des mots, cibler les bons journalistes, saisir les bons moments et proposer des choses qui touchent le public d'une autre manière. Donc, et vous pouvez également revoir le webinaire de lancement où ça a été présenté et vous trouverez plus de détails dedans. Super, merci beaucoup Elisa. Euh, ouais, je vous ai mis le lien aussi directement dans la conversation, mais vous l'aurez dans le support d'Elisa. Et donc on va pouvoir enchaîner avec deux témoignages. Le premier, il fait écho directement avec cette question de la relation presse et du rôle que jouent les médias dans la communication au sens large que vous pouvez mettre en œuvre. En fait, il s'avère qu'on fait
une veille médiatique sur la thématique des cours d'eau. Donc on voit passer pas mal de choses. Et donc en début d'année, bah, il y avait enfin, une activité médiatique assez élevée avec pas mal d'inondations un peu partout. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses. Et on voyait que toutes les structures n'étaient pas logées à la même enseigne dans la mesure où bah, et voilà, il y a des journalistes des fois, enfin, disons que le traitement journalistique peut être très variable sur des situations a priori similaires. Et donc j'avais repéré un cas précis avec Anne Dour. Si je prononce mal, Clément, vous me corrigerez. En Bretagne, sur des débordements et qui m'avait semblé très intéressant. Et je m'étais demandé, bah tiens, quelle est la genèse, comment est-ce qu'ils arrivent en tant que structure à obtenir une couverture médiatique de ce type. Donc c'était un peu, c'est ça l'origine de la sollicitation de Clément Le Saux. Donc bah, Clément, je vous passe la parole pour un petit partage d'expérience. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, je vais projeter mon petit PowerPoint. Hop. Alors, est-ce que vous voyez C'est bon? la projection? Ouais. Ok. Alors, je vais commencer par présenter du coup ce qu'est Andour, et puis derrière, en fait, je ferai un petit explicatif sur le sujet des inondations à Morlaix, qui est un sujet très spécifique lié vraiment à la configuration de la ville. Et puis après, j'essaie de faire passer mes diapos. Vas-y, voilà. Et puis après, en fait, j'expliquerai finalement on a un peu une culture de la communication qui est liée à un gros projet structurel sur le secteur de Morlaix, qui fait que on a déjà accroché les journalistes depuis 2 ans sur le sujet des inondations et la manière de le traiter à Morlaix. Et c'est ça qui nous a permis, du coup, derrière, de venir donner des explications de techniques de gestion de l'inondation l'hiver dernier, puisque Morlaix n'a pas été inondé comme d'autres villes du Finistère, mais voilà, on a été légèrement touché. Et pour le coup, on a eu des journalistes qui ont suivi de près ce qui se passait, qui ont voulu comprendre et expliquer comment c'était géré. Donc, je ferai un focus voilà, sur cet épisode là du 24 janvier 2026. Alors, Ondour, c'est la régie de l'eau de Morlaix Communauté, donc dans le Finistère. C'est un territoire qui donne du coup sur la Manche, limitrophe des Côtes-d'Armor. Donc, c'est une entité qui a été créée il y a 2 ans pour finalement pouvoir opérer en même temps le grand cycle et le petit cycle de l'eau. Et donc, en fait, à ce titre-là, du coup, la régie en fait, a un personnel qui est constitué aujourd'hui de 130 agents, qui travaillent aussi bien sur l'assainissement, le pluvial, l'eau potable, que sur toutes les problématiques liées à la GEMAPI, donc la prévention des inondations évidemment, et aussi tout ce qui a trait aux pollutions diffuses, algues vertes notamment. Voilà, et donc on a, nous, à Andour, un service dédié pour la communication, mais vous allez voir que finalement, on n'a pas communiqué via Andour sur l'épisode de janvier parce que on travaille en fait sur la vigilance inondation pour le compte de la ville de Morlaix et de Morlaix Communauté, qui sont en fait, pour la ville de Morlaix, l'opérateur de gestion de crise quand ça inonde. Donc nous, on fait une veille météo, une surveillance hydrologique. On livre les informations, on analyse et en fait, la ville organise ses propres moyens pour faire face en cas de débordement. Morlaix Communauté, par contre, s'implique dans cette gestion de crise par rapport à le fait que le PCI est gestionnaire du port et notamment d'une écluse en aval, mais ça, je vais le repréciser. Et c'est le fonctionnement de cette écluse qui a été mis en avant en janvier par la presse. Alors, le territoire, donc je vais vous parler du bassin versant de la rivière de Morlaix. Donc, on a des sources en fait qui sont sur les versants nord des monts d'Arrée. On a un bassin versant qui fait 200 km² et qui draine vers le centre-ville. On a 2 rivières qui se rencontrent dans le centre-ville de Morlaix, le Queffleut et le Gerlot. Si on tourne un petit peu la carte côté aval, eh bien, du coup, on a une ville de Morlaix qui est implantée à 7 ou 8 km de la rade avec, du coup, en fond de ria,
et donc une influence de la marée qui se fait sentir jusque dans le centre-ville, puisque du coup, ce centre-ville est situé en zone basse. Donc on a pour l'aléa inondation un cumul possible de situations avec des cours d'eau qui débordent et la mer qui peut venir jouer un effet bloquant. Alors, voilà un petit peu comment se présente le site de Morlaix. Si on regarde la vue aval, on voit ce bassin à flot qui est maintenu donc par une écluse et un mur barrage. Le mur barrage que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur quand je le bouge. Oui, c'est bon. Ouais, alors le mur barrage, du coup, il sert à évacuer l'eau. Et finalement, l'image que les Morlaisiens en ont, voilà, ce sont ces cinq déversoirs là qui vident, en fait, qui semblent vider le bassin lorsque nécessaire. En fait, le système est articulé avec des vannes au fond qui sont, elles, mobilisables, mais qui ne sont pas visibles même à marée basse. Et donc, il y a forcément une conception du système qui se fait par les gens qui voient en fait le système fonctionner à marée haute et marée basse, mais avec que ce qui est visible. Et tout l'enjeu, ça a été d'expliquer que non, en fait, le système, il fonctionne aussi avec des automates et des vannes qui s'ouvrent, qui se ferment par le fond. Donc les rivières, en fait, elles arrivent dans le bassin ici tout au fond. Et donc, on remonte comme ça dans le centre-ville. Je vous montrerai un petit peu la configuration amont du centre-ville. Simplement vous expliquer que on a une culture de l'information sur le sujet des inondations de longue date parce que historiquement la protection de Morlaix a toujours été depuis les années 70 envisagée que par des ouvrages écrêteurs en amont de Morlaix. Et moi je suis en poste depuis 2016, donc je suis en charge du tout premier PAPI qui a été du programme d'action de prévention des inondations qui a été engagé sur le territoire. Et depuis 2016 en fait on a vraiment repenser l'approche pour en fait aboutir avec des résultats de modélisation à une solution de protection d'aménagement directement dans le centre-ville de Morlaix, dans la zone inondable, et non plus à l'amont. Et ça, en fait, il a fallu l'expliquer. Donc ça fait déjà des années qu'on informe, qu'on communique à destination du grand public. Alors, juste une petite carte pour vous expliquer un peu la spécificité du centre-ville de Morlaix, c'est que en fait, à Morlaix, je vous disais, il y a deux rivières qui convergent vers le port que je vous ai montré en photo. En fait, ces rivières, elles vont circuler en souterrain dans le centre-ville. Il y a en fait 1200 mètres de galeries dans le centre-ville. Donc, c'est les linéaires bleus qui sont représentés sur la carte. Donc, ça, c'est l'état actuel. Et on a en fait engagé depuis plusieurs années des modélisations pour expliquer le fonctionnement de ces ouvrages et voir en fait, puisqu'on savait à partir de ces résultats-là ce qui freinait, ce qui était problématique, comment on pouvait aménager le système et quel gain on obtenait sur la capacité du système après aménagement à finalement faire passer les crues et limiter les débordements. Donc on a un projet d'aménagement en centre-ville qui est assez énorme parce que il prévoit de en fait reprendre certains linéaires de galeries. Donc ici en amont, juste à côté de la mairie, on a un tronçon qui va être modifié, qui va rester en souterrain parce qu'au-dessus on a un grand carrefour stratégique qui permet pas en fait de remettre le cours d'eau à ciel ouvert. Par contre en aval, de la confluence jusqu'au bassin, on va bien retravailler en fait cette option de réouverture, notamment parce que lorsque le centre-ville est inondé par les rivières qui saturent les galeries, eh bien, l'eau qui arrive en surface a d'énormes difficultés en fait à repartir d'elle-même vers la mer parce que il y a une dalle en fait qui couvre le centre-ville. Donc, demain, le projet de lutte contre les inondations prévoit cette réouverture sur à peu près, pour vous donner une échelle, environ 500 mètres. Donc, c'est assez énorme, hein. Et donc, ce projet d'aménagement-là, il va toucher 80% du centre-ville de Morlaix, hein. C'est une petite ville. Morlaix, c'est 15 000 habitants. Et donc, en fait, ce projet hydraulique, c'est un peu la genèse d'un projet d'aménagement qui vient se greffer par-dessus, puisque on peut pas juste faire une réouverture d'un centre-ville. Il faut repenser complètement l'aménagement. Donc, les élus se sont saisis de ce projet-là. Et donc, il y a en parallèle du projet hydraulique un vrai projet de construction d'un nouveau centre-ville avec une analyse des besoins, des usages, des circulations, du stationnement, des mobilités, de l'activité commerciale, etc., qui s'est construit et pour lequel, en fait, il y a des moyens importants qui ont été mis en œuvre, notamment pour la communication.
Et ça, c'est très important parce que c'est pour ça que les journalistes sont revenus vers nous l'hiver dernier. Donc, je vais juste passer quelques minutes à préciser un petit peu les choses. Le projet, du coup, Rivière de Morlaix, euh, en fait, il a été construit avec l'annonce progressive des résultats qu'on obtenait sur l'aménagement des galeries qu'on pouvait réaliser pour vraiment protéger Morlaix contre les inondations. On a une pleine efficacité du scénario pour la crue trentenale. Donc, c'est une inondation qui a une chance sur 30 de se produire chaque année. Après aménagement, en fait, on arrivera à réduire 80% des dommages dans le centre-ville. Pour une crue cinquantennale, c'est encore 50% des dommages qui sont évités. C'est ça qui justifie aussi la pertinence économique du projet. Et du coup, on a en fait passé beaucoup de temps à expliquer en fait l'analyse hydraulique, expliquer pourquoi on en était là, faire le lien avec la construction de la ville, le fait que la ville s'est tournée dès le XVIIe siècle vers une activité maritime qui a fait que l'aménagement de la ville s'est fait dans la zone inondable directement dans le lit majeur de la rivière et que finalement les parties pris d'aménagement de siècle en siècle ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un système qui dysfonctionne, mais qu'on peut améliorer. Donc, il y a un site internet dédié au projet qui a été constitué. Ce site, en fait, il a servi à mettre toutes les informations sur la genèse du projet, la manière dont ça se construit, et surtout mobiliser en fait n'importe qui voulait participer, puisqu'on a organisé en parallèle des temps d'aller vers. Donc ça a été lancé dès la fin 2024 avec du coup des temps de présentation voilà, des résultats des études hydrauliques, d'explication de comment fonctionne le bassin versant, le lien entre la pluie et les inondations à Morlaix, le lien entre la marée et les inondations à Morlaix, etc. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises d'un premier temps d'aller vers de lancement en décembre 2024 où voilà, on était disponible pour discuter avec les gens, leur expliquer, etc. Ça a été fait sur un jour de marché, comme ça on était sûr qu'il y avait du monde dans le centre-ville et qu'il y avait aussi des personnes au-delà de Morlaix qui venaient parce que Morlaix c'est vraiment la centralité, c'est vraiment voilà, c'est la ville-centre du pays de Morlaix. Hein. Donc l'objectif c'est que ce projet-là soit effectivement un projet morlaisien, mais dont forcément le rayonnement va au-delà des limites communales. J'ai réalisé avec un collègue qui est médiateur culturel et historique sur le centre-ville de Morlaix des visites dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'on a justement relié la problématique histoire, conception de la ville et fonctionnement hydraulique pour faire comprendre aux gens que voilà, on hérite en fait de partis pris d'aménagement et que demain on a des solutions pour traiter le problème. Donc on a fait des balades, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut répéter les messages. Donc, ça a été répété, répété, répété. Le site a été ouvert aussi à toute une phase de consultation, puisque le projet d'aménagement urbain qui se développe, lui, il a fait l'objet d'une concertation au titre du Code de l'urbanisme. Donc, il y a des temps d'explication du fonctionnement du centre-ville aussi dans ses usages, dans ses modalités de circulation, etc., le stationnement qui ont été réalisés. Les gens ont été invités à venir participer à des ateliers, etc., etc. Mais il y a vraiment une grosse machine qui s'est constituée en termes d'information, communication et consultation. Et donc une prise en compte par les concepteurs du projet d'aménagement urbain voilà, de ce que pourrait être Morlaix demain à partir de ce qu'ont pu offrir en termes de contribution les gens qui sont venus participer. Ça n'empêche pas du coup d'avoir voilà, ce risque inondation qui est là puisqu'on n'a pas encore réalisé les travaux. Et forcément, les journalistes ont participé, ont été invités aussi à suivre tous ces temps de concertation qui ont été engagés depuis 1 an et demi, 2 ans. Et il se trouve que voilà, on a été sur le Finistère, sur la Bretagne même, le premier territoire à passer en vigilance jaune l'hiver dernier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que boum, BFM a débarqué sur le territoire, alors que ce jour-là, il n'y avait pas d'inondation qui allait arriver. N'empêche que cette couverture en fait médiatique nous a permis de rebondir. Et très vite, le journal local, le Télégramme,
À Morlaix, c'est le Télégramme et Ouest France qui est connu aussi plus voilà, à l'échelle du Grand Ouest. Nous a permis de faire passer déjà un certain nombre de messages sur comment on anticipe le risque inondation, comment on surveille, comment on articule les compétences entre Andour, la ville de Morlaix, etc. Il se trouve que le 24 janvier, le samedi après-midi, il y a eu un petit débordement dans le centre-ville. Alors, ce débordement avait été annoncé. Léger débordement, les points bas, comme vous voyez sur les photos, qui sont touchés, avec au maximum 10 à 15 cm d'eau dans les bâtiments qui sont, j'allais dire, qui sont coutumiers des premiers niveaux de débordement. Et quand vous arrivez sur site avec votre manteau orange, vous êtes forcément pris à partie par toutes les personnes, notamment tous les commerçants qui sont là, qui vous disent mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Ouvrez les écluses parce que ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc voilà, on refait de la pédagogie, on explique que le bassin est régulé par une écluse, un mur barrage qui est en capacité d'évacuer la crue, que si l'inondation arrive à cet endroit-là du centre-ville, ce n'est pas parce que le barrage bloque, ni la marée parce que c'est marée basse, mais c'est bien parce que la galerie elle-même sature parce qu'elle est remplie d'eau par les rivières qui sont montées. Pour autant, ce discours-là, pour une personne qui reçoit l'inondation, sur le moment, c'est pas du tout entendable. Et puis du coup, ça génère aussi un certain nombre de déchaînements sur les réseaux sociaux, de personnes qui ont chacune en fait leur propre connaissance du site, leur propre science sur la question. Mais aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des personnes qui répondent à ces gens qui disent un petit peu n'importe quoi, parce que ce sont des personnes qui ont déjà notamment intégré un certain nombre de messages qu'on a fait passer depuis 2 ans sur le fonctionnement du système hydraulique morlaisien, sur sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Mais pour autant, voilà, il y a cette question de l'écluse, de son fonctionnement qui est prégnant. Avec des personnes qui témoignent sur regardez, ça y est, ils se décident enfin à baisser le niveau et hop, comme par magie, il y a plus d'eau dans le centre-ville, ça y est, on est sauvé, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant, etc., etc. Donc politiquement, ce constat-là, c'est pas du tout entendable. Techniquement, ça l'est pas non plus parce qu'en fait, on a des personnes qui disent n'importe quoi sur un système hydraulique complexe qu'on essaye de vulgariser depuis plusieurs mois. Et puis on a le Telegram qui frappe à la porte en disant bon là ça se déchaîne, nous on aimerait bien tirer le vrai du faux, expliquez-nous. Et donc finalement le directeur de cabinet de Morlaix Communauté, qui est du coup le gestionnaire du port, alors je l'excuse, il pouvait pas participer aujourd'hui, mais bon il aurait pu sinon vous livrer aussi la manière dont il gère les relations avec le Telegram au fil de l'eau sur tous les sujets qui intéressent l'agglo. En fait, à sauter sur l'occasion en disant, en fait, on va profiter de cette fenêtre pour expliquer le fonctionnement de l'écluse, puisque ça n'a jamais vraiment été fait dans la presse. Et donc, la chance qu'on a, c'est que le journaliste qui est venu, en fait, pour faire cet échange avec les services donc moi-même, avec les services de Morlaix Communauté, c'est quelqu'un qui est très curieux, mais qui intègre très bien les données que peuvent lui livrer des techniciens comme nous, même si on essaye forcément de vulgariser le propos. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que ce journaliste-là a une vraie capacité à retranscrire les choses. Et on a été vraiment très agréablement surpris de la manière dont il a retranscrit les choses. Ça n'empêche pas qu'une fois l'article sorti, les mêmes commentaires se déversent sur le site internet du Telegram ou sur Facebook, mais n'empêche que pour le coup, l'information qui en ressort n'émane pas directement de la collectivité. Et par contre, nous, elle nous convient bien parce qu'elle a été vraiment retranscrite de la manière dont on voulait qu'elle le soit. Voilà, donc l'idée c'était de lancer un petit peu ce sujet-là. En dernière diapo, j'ai mis du coup une capture d'écran du site internet avec une iconographie qui a été faite finalement dont nous on disposait pas parce que on a des plans techniques de l'écluse et du mur barrage, mais on n'avait pas ce que vous voyez sur l'image de droite, une espèce de superposition entre le fameux système de déversoir que tout le monde voit et le système
de Ventel au fond qui lui permet d'évacuer une crue centenale. Donc vous voyez bien que quand on a des petits débordements dans le centre-ville de Morlaix qui correspondent à une crue, une Q5, une Q10, on est loin d'être limité sur la capacité d'évacuation. Donc voilà, donc on a réussi à faire ça, mais j'allais dire, c'est un peu l'aboutissement d'un travail de longue haleine sur l'explication depuis des années du fonctionnement hydraulique du centre-ville, de ce projet d'aménagement qui se greffe avec vraiment un tapage médiatique, une mobilisation de la population, et les journalistes qui viennent aussi à la pêche aux infos pour entretenir le bruit de fond sur le projet et expliquer en fait pourquoi certains ont raison et certains ont tort sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, je ne sais pas si on présente la vidéo ou si on donne le lien pour On les peut donner le participants lien. pour Après, c'est aller vrai que voir. c'est L'idée, c'est avec, d'échanger aussi. c'est comment c'est sur abonnement. Enfin, l'article est réservé aux abonnés, mais vous pouvez quand même avoir accès. Je euh, pense que la vidéo est ouais, accessible. tout à fait. La petite vidéo est accessible. Super, merci beaucoup. C'est super intéressant parce que ça fait pas mal écho aussi à la présentation d'avant et puis ça montre que c'est un outil parmi tout ce que vous déployez, quoi. Oui, voilà, Il y a exactement. vraiment le côté relation de confiance de long terme à construire avec les correspondants locaux enfin les journalistes locaux à bien identifier. En plus, vous dites, nous, on en a identifié un qui comprend bien. Enfin, on entend souvent ça quand la couverture médiatique est bonne, c'est souvent il y a eu une relation de confiance dans les deux sens qui s'est installée. Voilà. Oui, bah en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est on a reçu le journaliste en salle donc pour avoir une présentation un petit peu sur table de comment on fonctionne. Donc, on a vraiment réexpliqué la relation entre Ondour qui fait la supervision météo, la vigilance hydro, le lien avec le gestionnaire du port pour vraiment optimiser, du coup, anticiper le fonctionnement de l'écluse au moment où le débit va être le plus problématique. Et en fait, on a proposé aux journalistes de venir voir en fait sur place l'éclusier qui gère en fait les automates, hein, puisqu'il y a quelqu'un 24 heures sur 24. Ça aussi, c'était aussi le moment de le dire parce que en fait, beaucoup de commentaires laissaient entendre que en fait l'éclusier a mis 4 heures à se pointer pour régler le système, alors que tout ça est déjà préprogrammé et que l'éclusier en fait est aussi déjà sur place. Donc en fait, il y a un petit peu des secrets de gestion, entre guillemets, qui ont été livrés et qui permettent aussi un petit peu de rétablir une relation de confiance sur si vous en faites pas, en fait, il y a vraiment quelqu'un qui s'en occupe. Enfin, la collectivité ne fait pas n'importe quoi. Il y a vraiment des gens aux manettes qui sont compétents et on vous les présente. Et ça, c'est important aussi, c'est que les élus, en fait, autant ils ont été très très moteurs sur voilà comment dire l'incarnation de tout le projet de la consultation, de la concertation sur le projet d'aménagement urbain, autant sur le volet hydraulique, ils ont pris le parti de me laisser la main à moi et ainsi à mon homologue du service mer et littoral qui coordonne l'activité des éclusiers. Et donc finalement, je pense que on est aujourd'hui bien identifié comme voilà, les personnes un petit peu expertes entre guillemets sur ce site-là. Et ça permet aussi de cette stabilité dans les personnes qui témoignent, d'avoir voilà, un journaliste qui revient aussi régulièrement à la pêche aux infos, qui revient vers nous. Et donc on peut traiter, on peut filtrer, on peut voir comment on répond, quoi. Et du coup, il y a deux questions que je prendrai après, mais par rapport, vous citiez tout à l'heure le fait que les deux principaux journaux, c'est le Télégramme et Ouest France. Est-ce que enfin, est-ce que vous avez des relations aussi bonnes avec quelqu'un chez Ouest France ou est-ce que c'est surtout au Télégramme où ça mord? Non, 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 il y a des bonnes relations des deux côtés et il y a même une volonté en fait côté politique, en tout cas du cabinet d'entretenir des bonnes relations avec les deux journaux. Il y a pas forcément de relation d'exclusivité, voilà, envers le Telegram parce que le Telegram se donne aussi la possibilité de venir taper sur Mort la communauté à certains moments sur n'importe quel sujet. Non, non, ça c'est pour le coup, je pense que ça dépend aussi du moment politique. Ouais. Hmm.
Ok, merci. On a deux questions en commentaire, mais qui portent plus sur le projet de réouverture dans son Oui. ensemble. Et c'était notamment un premier quelqu'un qui disait, j'ai aperçu une maquette en photo. Quels Oui. sont les autres dispositifs et supports pédagogiques que vous avez construits et utilisés dans l'ensemble de votre projet? Alors il y a beaucoup de supports qui ont été constitués pour notamment diffusion sur les réseaux sociaux. Euh, on a aussi ben, voilà, développer les relations presse. Donc ça voilà, c'est important. La maquette, elle n'est pas liée au projet de réouverture. En fait, c'est une maquette que nous, on avait fait fabriquer il y a déjà 7 ou 8 ans pour expliquer en fait bah, la relation entre la pluie et le débit et pourquoi ça inonde à Morlaix. Donc là, pour le coup, en fait, pendant des années, elle a servi de manière très ponctuelle. Là, elle a vraiment servi très régulièrement et c'était vraiment très utile de l'avoir sous le coude. On a aussi installé une exposition permanente devant la mairie pour ben, réexpliquer ben, les fondamentaux du projet, la genèse du projet d'aménagement, la genèse hydraulique du projet d'aménagement qui se dessine. Et voilà, une synthèse en fait en 4 panneaux recto-verso de l'ensemble des études hydrauliques qui ont été menées sur les dernières années. Il y a eu un peu le pendant de cette expo-là en format 4 pages diffusé dans toutes les boîtes aux lettres du territoire de Morlaix Communauté en 2024, sous la bannière Grand Projet de Morlaix Communauté. Voilà, le terrain a été en fait préparé de longue date là-dessus. Ok, super. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis d'avoir partagé votre expérience. Je pense que ça illustre de manière assez concrète ce qu'on a pu dire sur les médias, mais aussi sur le temps long, même si beaucoup avaient soulevé le fait que c'est difficile de s'inscrire dans le temps long, faute de temps et de moyens, mais bon, c'est quand même ça qui paye, c'est vrai, en termes de communication, quoi. Oui, oui, bah en fait, enfin moi j'ai dû passer sur les 2 dernières années, j'ai dû passer 20% de mon temps sur de la com en fait quoi, en termes de d'élaboration, mobilisation, les temps de présence et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment au bénéfice de la suite du projet quoi. Mm. Super, ben merci beaucoup. Et puis on va continuer avec le deuxième retour d'expérience. Donc Damien, je commence par partager la vidéo. Vous d'abord vous dites un petit mot peut-être pour vous présenter. Je peux me présenter la structure comme vous voulez. On commence par la vidéo et Bon, après. allez, bah, alors, dans ce cas-là, on commence avec la vidéo pour avoir la surprise. En fait, le deuxième partage d'expérience, c'est aussi dans le cadre de notre veille on voit qu'il y a beaucoup de structures qui produisent des vidéos de diverses natures sur des projets en cours ou sur les activités des structures porteuses dans leur ensemble. Euh, Celle-là nous a beaucoup interpellé parce qu'elle change pas mal dans le style. Et puis en fait, en creusant et en échangeant avec Damien Courbil et son collègue du CIGRE, c'était aussi comprendre quelle avait été la genèse de faire une vidéo comme ça et quelle était un peu de manière un peu plus globale la stratégie que pouvait avoir la structure sur les vidéos. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais on souhaitait quand même commencer par la partager. Voilà, moi il faut juste que je mette le son. Hop, j'arrive. Alors, on va voir si ça fonctionne. Bonjour, ici, C'est bon, vous entendez correctement le son? Super, allez, c'est parti. Ça dure 5 minutes. ici, l'eau ne fait pas que couler. Elle traverse aussi nos journées, nos souvenirs et parfois même nos inquiétudes. Chacun l'observe à sa manière. Certains avec des yeux d'enfant, les pieds nus dans l'eau. D'autres se demandent ce qu'elle devient lorsqu'elle gronde un peu trop fort. Et puis il y a des questions. Franches, sincères, parfois avec un peu de confusion, mais toujours importantes. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'y répondre. Simplement. Et avec ce que je sais et un peu de clarté pour qu'on comprenne ce que fait la rivière et ce que nous faisons avec elle.
Cher gestionnaire de la rivière, j'ai une question. Quand il pleut beaucoup, les barrages se mettent à déverser, comme on dit. Est-ce que ça ne risque pas d'aggraver les crues? Avec toute cette eau qui s'ajoute, est-ce qu'on ouvre les vannes à ce moment-là? Merci pour votre réponse. Gérard B. Cher Gérard, c'est une question fréquente. Allons droit au but. Sur le Gier, nous avons 4 barrages d'eau potable. Lorsqu'ils sont pleins, ils ne retiennent pas l'eau comme un coffre-fort, ils la laissent passer. Un peu comme une baignoire dont le trop-plein fonctionne bien. Des vannes, il n'y en a pas pour gérer la crue. On dispose seulement d'ouvrages de vidange, et qu'ils soient ouverts ou fermés, ils n'ont pas d'impact sur la crue. Et en plus, ils sont bien trop petits pour changer quoi que ce soit. Donc non, Gérard, les barrages ne provoquent pas la crue. Ils sont passifs. Ils laissent passer sans rien amplifier. Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 10 ans. Avec mes parents, on se pose une question. Pourquoi on ne vide pas un peu les barrages quand on sait qu'il va pleuvoir? Comme ça, il y aurait plus de place pour l'eau et peut-être que la rivière ne déborderait pas. C'est peut-être une idée bête, mais je me demandais. Merci de me répondre. Élise M. Ton raisonnement est limpide, il va pleuvoir, il faut de la place. Donc on vide un peu les barrages. Logique, astucieux, très bien pensé. Mais voilà, les barrages du Pilat ne sont pas de simples cuvettes d'eau. Ce sont nos réservoirs de boissons. Ils donnent à boire à plus de 80 000 personnes. Chaque jour. Les vider juste au cas où serait un pari très risqué. Parce que si la pluie ne vient pas, plus d'eau, rien, nada. Et puis les crues ne préviennent pas. Elles n'ont ni montre ni politesse. Le 17 octobre 2024, alerte à 8h30. À 10h, la rivière déborde déjà. 1h30, pas plus. Pas le temps de réagir, et encore moins de vider les barrages. Une crue ne vient pas d'un seul endroit. C'est un puzzle, un orchestre désaccordé. Les ruisseaux, les versants, les vallées, chacun joue sa propre note, sans chef ni mesure, et ensemble, ils font monter la rivière. Trop de pluie, à trop d'endroits en même temps. Voilà le vrai problème. Mesdames, messieurs de la gestion des rivières, lors de promenades dans d'autres régions, j'ai remarqué que certains barrages y étaient utilisés pour limiter les crues. Alors je me demande, ne pourrait-on pas ici aussi envisager de construire de nouveaux barrages, spécialement pensés pour cela? Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes salutations les plus respectueuses. Solange D, jardinière amateur, amie de la rivière. Ma chère Solange, votre question est légitime et vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Dans d'autres territoires, certains autres barrages ont été pensés pour retenir un peu l'eau lorsque celle-ci devient trop pressée. Mais ici, les choses sont bien différentes. D'abord parce que les vallées du Gier sont étroites. Très étroites. Pas de place pour construire un barrage assez grand pour vraiment retenir une crue. Par exemple, il faudrait construire un barrage de plus d'1,5 million de mètres cubes juste à l'entrée de Rive de Gier pour protéger la ville. Et là, il y a une gare, une autoroute, des entrepôts, une ville qui vit. Et puis il y a la pluie. Elle ne tombe jamais de façon régulière. Parfois elle s'acharne en haut, d'autres fois en bas. En octobre 2024, le Gier a débordé à Givors avant même de déborder à Rive de Gier. Ce n'était pas un bug, c'est simplement l'effet de la géographie et du ciel. Construire un nouveau barrage entre deux villes peut parfois décaler le problème et non pas le résoudre. L'eau qui est retenue ici peut surverser plus tard d'un coup là-bas. Au lieu de protéger, on aggrave le problème. Protéger contre les crues, Solange, c'est un effort collectif. Des urbanistes, des agriculteurs, des riverains, et oui, des jardiniers aussi. Et pour les gestionnaires de rivières, la meilleure solution, ce n'est pas de construire toujours plus de barrages, mais de redonner de la place aux cours d'eau. Quand les rivières ont de l'espace, elles débordent moins fort, elles érodent moins les berges. Et surtout, ça rend la vie plus belle, pour les habitants, comme pour les poissons, les oiseaux et la nature alentour. Partager, protéger, comprendre, c'est ça, vivre avec une rivière.
Hop, bon bah désolé Damien, ça fait peut-être 50 fois que vous la voyez, vous, cette vidéo. Mais c'est quand même un Ouais, bon point de départ pour échanger. Et puis c'est rigolo parce qu'on voit qu'on retrouve à peu près les mêmes problématiques qu'à Morlaix, enfin les mêmes questionnements qui reviennent. Et je pense qu'il y a beaucoup de territoires à qui ils sont confrontés. c'est Donc je vous passe exactement, la parole pour la suite. ouais, c'est exactement ça. J'ai changé. Donc là, il y a Lucie Boutemi aussi de Saint-Étienne Métropole qui est dans cette réunion et qui interviendra si j'oublie des choses ou si je dis des bêtises. Mais on a échangé un petit peu par message quand il y avait la présentation de Morlaix. Et alors bien que vous allez voir la structure ben, les solutions qui ont été mises en place sont différentes, le point de départ est, je trouve, assez similaire au final avec des on-dit, du manque d'information, du manque de communication. Et c'est de là que part la vidéo. Alors, je vais essayer de vous partager le PowerPoint. En commençant par le début, c'est mieux. Vous voyez le document, c'est bon? Pas encore en plein écran, mais c'est bon. Hop. Alors juste un petit peu pour le contexte et puis pour savoir pourquoi on est parti sur des vidéos sur ce type de solution. Le bassin versant du Gier, nous on est à cheval sur le département du Rhône et de la Loire et il y a une particularité, c'est qu'on a deux gestionnaires, deux gestionnaires gémapiens sur le bassin versant. On a nous le SIGRE, syndicat du mixte du Gier rhodanien qui nous occupons du bassin versant sur ben, la partie Rhône, donc on a une dizaine de communes, et à l'ouest du bassin versant, c'est Saint-Étienne Métropole, sur 28 communes, qui s'occupent de la partie GEMAPI. Donc c'est deux structures quand même assez différentes, hein. Saint-Étienne Métropole, vous vous en doutez qu'il y a un grand nombre de compétences, et nous, on est un syndicat purement GEMAPI. On est une petite structure, on est 4 techniques depuis assez récemment, hein, que depuis 2023, on est 4. Hein. Avant, le syndicat est monté en compétence assez doucement. Et on n'a aucune personne en interne qui est chargée de com. Ouais, on est vraiment des techniques de rivière. On n'a personne vraiment compétent sur la partie communication. D'un autre côté, on est quand même un territoire, même si ben, c'est un peu petit, 10 communes, c'est pas énorme, on est un territoire où il y a des enjeux énormes, très conséquents. Vous l'avez peut-être un peu compris sur la vidéo, le Gier, c'est une vallée très encaissée qui fait de 100 à quelques centaines de mètres de large. Après, on monte directement sur les monts du Pilat et les monts du Lyonnais. Donc, on a très peu de place au fond de vallée, pardon. Et c'est là où on retrouve tous les enjeux. Le cours d'eau, il est entouré d'un côté, il y a une autoroute, de l'autre côté, il y a la voie SNCF, et il y a toutes les habitations, la zone commerciale. Donc voilà, des gros enjeux. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Et juste pour que vous l'ayez en tête, au niveau temporalité, au début, il y a un gros événement qui est arrivé entre le début de la réflexion que je vais un peu vous présenter et puis la réalisation de cette vidéo, c'est que, ben, comme vous l'avez peut-être entendu, le 17 octobre 2024, on a eu une crue, et c'était une crue quasi centennale sur le territoire, donc une crue extrêmement importante. Et donc, on a eu la joie de faire une relation de presse assez intense à ce moment-là, mais malheureusement bien moins bien préparée que nos collègues du Morlaix. Et donc, ça a été un moment un petit peu compliqué. Donc, voici pour le départ. Et donc, nous, au SIGRE, eh ben, on n'a jamais fait d'opération de communication large, j'entends, à la limite sur des projets extrêmement précis, mais jamais de communication d'opération large. Et on s'est rapproché de nos collègues de Saint-Étienne Métropole pour voir comment eux, ils géraient ça, parce que bah, voilà, plus de services, plus de moyens. Et donc, on a commencé des discussions avec eux en 2022. Et effectivement, ils avaient réalisé des vidéos les années précédentes. Alors, plutôt des vidéos pour expliquer la réalisation et les objectifs de certains types de travaux que des vidéos un peu généralistes de présentation du BV ou ce genre de choses. Et eux, leur problématique elle était un petit peu différente, c'est que Saint-Étienne Métropole ayant une grande quantité de compétences, ben, les vidéos, elles étaient un petit peu noyées dans la masse d'informations disponibles sur leur chaîne YouTube et sur leur site.
Nous, de notre côté, on voulait essayer d'anticiper un petit peu la communication à notre échelle sur des travaux de protection des inondations et des travaux au milieu aquatique qu'on allait, on le savait, démarrer à partir de 2024, des travaux un petit peu d'ampleur pour la structure. Et donc, on a échangé, SEM-SIGRE, sur le bilan de ce qu'ils ont fait et quelle idée on voudrait mettre en place pour communiquer dans le futur et pour créer de prochaines vidéos. Donc globalement, ce qui est ressorti, c'est que la stratégie actuelle, surtout du côté SIGRE, stratégie, en fait, on n'avait pas vraiment de communication, ne convient pas si on veut essayer d'être le plus efficace possible. Et donc, on a décidé de s'associer pour prendre un prestataire commun pour réaliser ces vidéos sur l'ensemble du bassin versant. J'ai quand même oublié de préciser ce qui est quand même important, bien qu'il y ait 2 gestionnaires différents sur le bassin versant, on a une entente, une convention d'entente, ça s'appelle, qui nous permet de lancer des opérations sur tout le bassin et on ne fait pas chacun quelque chose de notre côté, on fait quand même des trucs, des choses cohérentes. Donc, du coup, on a recruté un prestataire. Je n'ai pas fait de diapo particulière sur le recrutement du prestataire parce que ça a été très classique. On a fait un CCTP, on a fait un marché public. Et à ce moment-là, on n'avait pas du tout anticipé de faire des vidéos de type Wes Anderson, George Lucas ou qui vous voulez. Donc, c'est vraiment le marché en soi, il n'a rien d'incroyable, il est assez classique. On l'avait juste séparé en deux demandes. Une demande propre au SIGRE pour que il nous aide à mettre en place une stratégie de communication, un petit peu tout ce qui a été expliqué précédemment, avec différents niveaux d'ambition, différents acteurs ciblés. J'ai bien aimé les présentations auparavant parce que c'est vrai que les acteurs ciblés quand on n'est pas du milieu, en tout cas moi je sous-estimais un petit peu les discussions, l'importance de ces discussions-là avant de lancer les différents programmes. Et puis voilà, ils nous ont préparé quelques stratégies et puis outils sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn notamment. Et puis de l'autre côté, on a réalisé 5 capsules, donc 5 petits films. Enfin, le marché avait pour objectif de réaliser 5 capsules, 5 petits films, donc assez général de présentation, un peu comme vous l'avez vu là, pas des films spécifiques sur la réalisation de travaux ou quoi que ce soit. Donc il y a en 2000, ça a dû être fait en 2023, début 2024, on a réalisé une vidéo générale de présentation du bassin versant, une vidéo de présentation de la structure du SIGRE et une stratégie de gestion des inondations sur le bassin versant, donc qui était prête une semaine avant les inondations centenales, donc on a un peu reporté la sortie pour l'amender. Mais donc voilà, c'est tout ça sur des formats de vidéo un petit peu classiques, j'ai envie de dire, qu'on voit un petit peu dans toutes les structures, donc très bien monté, très joli, mais voilà, on a un peu de mal derrière à faire marcher, à faire tourner. Ça, c'est forcément, avant de monter ces différentes vidéos, il y a eu pas mal d'échanges avec le prestataire, donc je vous ai mis des choses un petit peu qui ont été plus développées dans les présentations d'avant, mais globalement, à chaque fois, il y a des discussions sur le message qu'on veut faire passer, sur le cible, la public visée, la durée des vidéos, du coup, et quel usage on envisage de ces différentes capsules pour bien définir le besoin et au final essayer de faire quelque chose qui répond le plus possible à ces besoins-là. Et après, il y avait des échanges avec le prestataire de plusieurs semaines à quelques mois en fonction des messages qu'on souhaitait faire passer, de la technicité des messages et de la complexité de mettre ça en forme sur le script. Sur le script. Et puis ensuite, ce que je vous ai dit, on a réalisé deux premières vidéos. Et ensuite est arrivée la vidéo qu'on avait déjà pré-ciblée sur la thématique barrage un petit peu que vous avez vu. Et c'est là que je disais que pour moi, ça rejoignait un petit peu ce qui s'est passé un petit peu sur le Morlaix. C'est que sur le bassin versant, il y a 4 barrages d'eau potable. Et il y a des crues très fréquentes, donc 2024, quasi une centenale, mais on en a eu une en 2003, il y en a eu une en 2008, c'était des cinquantenales, trentenales.
Et du coup, il y a beaucoup on dit, d'incompréhension, d'idées reçues et de questions qui reviennent en boucle sur ces fameux barrages, sur leurs usages. Donc, expliquer la différence entre barrage d'eau potable et barrage de gestion des crues ou les ORD pour ceux à qui ça parle. Donc, ça, c'était les premiers points. L'impact pendant les crues, on a énormément entendu, et même dans la presse, du coup, que c'était des lâchers de barrages qui avaient inondé les différentes communes, dont des barrages qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres de notre bassin versant. Donc, bon, voilà. Vraiment un gros besoin d'information. Et puis, sur l'utilisation ou la création même de nouveaux barrages pour la lutte contre les inondations, parce que bon, d'un côté, il y a des idées reçues comme quoi c'est de leur faute si les communes sont inondées, mais de l'autre côté, eh ben, il y a aussi d'autres idées reçues. Il faudrait en créer plus un peu partout pour stocker l'eau et nous aider à diminuer l'impact des inondations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, sur notre territoire, la configuration topo et des enjeux fait que les ORD ne fonctionnent pas sur le périmètre. On a fait des modélisations, on a créé une dizaine d'ORD et on a fait tourner les crues de 2024, 2008, 2003, et ça a un effet nul à 100%. Même certains ORD ont des effets d'aggravation de la crue sur certaines communes avec les décalages de pics de crue pour ceux à qui ça parle. Donc voilà, tout ça pour dire que, un petit peu comme pour le Morlaix, beaucoup d'idées reçues sur un sujet quand même extrêmement technique. On a eu beaucoup d'échanges avec le prestataire pour déjà lui expliquer la thématique, qu'il la comprenne, qu'il se l'approprie, et pour définir les questions, les messages qu'on voulait faire passer, les différentes formulations, etc. Et c'est là que c'est une sous-proposition du prestataire qu'il a dit, écoutez, je pense que le format habituel d'une vidéo un peu en drone avec juste quelques interviews d'acteurs compétents, ça va être un petit peu compliqué pour faire passer ce message. Et ils nous ont proposé de faire ça sous un format un petit peu différent, un petit peu plus ludique, ce qui allait dans le sens de notre demande. On voulait que ça soit vraiment une vidéo compréhensible pour le grand public, pour les habitants du territoire. C'est vraiment ciblé habitants du territoire, et qu'on puisse réutiliser. Et donc là, ils nous ont proposé, voilà, s'il y a des cinéphiles de style Wes Anderson, que je ne connaissais pas, je n'ai toujours pas vu Grand Budapest Hotel, hein. Mais du coup, le résultat est vraiment extrêmement positif. On était assez contents. Alors, on n'était pas sûr de la réception quand même. Même quand on a montré ça à nos élus, on s'est quand même posé la question, comment est-ce que ça va être perçu? Et donc, globalement, des très bonnes réceptions. C'est la vidéo très largement la plus vue sur YouTube chez nous. On est sur quelques dizaines, quelques centaines de vues sur les autres vidéos. Là, on est plutôt sur quelques milliers. C'est la seule vidéo qu'on sait que les élus nous ont demandé pour pouvoir présenter leurs conseils, etc. Donc, je pense qu'elle est assez claire. Et même d'un point de vue, on sait qu'elle a très bien tourné dans les autres syndicats GEMAPI, on a eu beaucoup de retours, etc. Donc on va dire que sur les professionnels de l'eau, elle a très bien marché, mais ce n'était pas l'objectif premier. Mais même du coup sur la population ou sur le grand public, on a quand même eu d'extrêmement bons retours, tant d'un point de vue réception du message que d'un point de vue intérêt de la vidéo. Où vraiment, vraiment on n'a eu que des félicitations. Et du coup, là, il nous reste pour le futur 2 prochaines vidéos à faire sur d'autres thématiques un petit peu plus classiques, et on est en train de faire des réunions avec le prestataire, savoir si on poursuit un petit peu l'idée de partir sur des vidéos originales où on revient sur des formats plus classiques. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'on essaye de continuer sur des vidéos un peu plus travaillées. Donc voilà un petit peu sur ce que je pouvais vous dire sur comment ça s'est passé. J'avais vu une question pendant la vidéo sur le coût.
qui devait être énorme. Alors après, ça dépend ce que vous entendez comme énorme, mais au final, pas tant que ça. Les coûts des vidéos classiques, on va dire, nous, c'est 5 400 € de mémoire avec les prestataires. Le coût de cette vidéo-là, c'est 8 900 €, pardon, donc un peu moins de 9 000 €. Et c'est surtout dû au fait qu'on a fait appel à un vrai acteur, alors que dans les autres vidéos, c'est des plans drone et des interviews. Donc il n'y a pas d'acteur, il y a pas d'acteur à payer. Moi, voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Et ouais, sur juste la question, pourquoi est-ce qu'on est parti sur des vidéos? Ben, comme dit, on n'a personne pour s'occuper de la com. C'est quand même un métier à part entière, extrêmement chronophage, comme Monsieur Le Sceau l'a dit. Moi, j'ai pas 20, malheureusement pas 20% de mon temps à passer pour, pour travailler sur toute cette thématique-là. Et donc, on voulait un format qui puisse vivre un petit peu de lui-même, qu'on puisse réutiliser, qu'on puisse diffuser, et qu'on n'ait pas besoin en tout cas dans un premier temps, d'alimenter régulièrement, comme ça serait le cas si on voulait avoir des réseaux sociaux actifs ou ce genre de choses, quoi. Super. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et ouais, du coup, j'allais juste reposer une question parce qu'on a parlé tout à l'heure, au début, Anne-Paul soulignait l'importance d'évaluer les résultats pour pouvoir se rendre compte, quoi. Et donc, vous disiez, parce que bon, c'est toujours difficile sur les vidéos, le nombre de vues, au final, ça veut pas dire grand-chose, Oui. c'est pas très qualitatif. Par contre, vous disiez, vous avez réussi à avoir des retours précis on va dire, d'habitants du territoire qui vous ont dit, ont Alors, exprimé que ça les aidait à comprendre, ou en tout cas que ça leur convenait, quoi. oui, alors précis, ça dépend ce qu'on appelle précis. On n'a pas fait une étude de Non, non, mais je veux dire réception du concret, quoi. oui, oui, de la vidéo. Mais oui, oui, tout à fait. Moi, on a eu des remarques un petit peu du style pour caricaturer. Bref, vos autres vidéos sur les cours d'eau, c'est toujours la même. Vous changez juste le nom du cours d'eau, quoi, hein, globalement. Là, vraiment, c'était une vidéo originale. Et en fait, je pense que c'est juste qu'elle donne envie aux gens de la regarder, contrairement Oui. à une autre vidéo un petit peu plus classique que les gens ont sûrement vu plein de fois. Donc oui, tant d'un point de vue compréhension du message que d'un point de vue intérêt, on a regardé la vidéo, oui, on a eu des retours de la population. Et même le premier signe, c'est des élus. Quand on a eu des mails pour hey, vous voulez pas m'envoyer le lien de la vidéo, je vais la montrer à mon conseil municipal ou ce genre de choses, alors que les autres vidéos qu'on a fait, on n'a jamais eu la demande. Ok. Super, merci beaucoup. Et après, il y avait une question qui portait un peu sur la stratégie de diffusion derrière de la vidéo en elle-même. Quelqu'un qui demandait est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que le prestataire vous a conseillé par exemple, de mettre un peu d'argent dans le sponsoring de la vidéo Oh, sur les réseaux, parce que c'est vrai que ça peut être des montants pas si énormes à dépenser, ça permet d'augmenter pas mal la visibilité. Et du coup, ça me faisait penser, peut-être aussi, moi je sais que j'ai déjà vu dans des cinémas parfois, maintenant les cinémas dédient une partie des pubs aux entreprises, aux acteurs locaux, donc ça se trouve, ça pourrait aussi être projeté si vous avez un cinéma dans le coin. Alors je sais pas, peut-être vous n'en avez pas sur le territoire, mais voilà, c'était des questions un peu, est-ce que vous avez envisagé d'autres, enfin, disons des relais de cette vidéo? Est-ce que le prestataire vous en a conseillé? non, non, le prestataire nous a pas conseillé ce genre de choses. Alors j'avoue que j'avais absolument pas pensé au sponsoring de la vidéo et on n'en a jamais parlé avec qui que ce soit. Après, sur d'autres usages, l'objectif pour nous, donc, on a commencé en parallèle sur d'autres projets des campagnes de communication un peu plus poussées parce qu'on a des gros projets qui vont sortir et bon, du coup, on commence à structurer un petit peu aussi le syndicat et on essaye de la diffuser, de la faire passer par ces canaux-là, par les écoles, par le théâtre de la commune. C'est vrai qu'il y a le cinéma, mais on n'a jamais, on n'a pas pensé, en tout cas, passer par le cinéma et je ne sais pas s'ils accepteraient de Ah bah, je diffuser. pense que c'est sous réserve de financement, parce que les pubs, Ouais, elles leur permettent de rentrer un peu dessous, donc ce serait ouais, bien, quoi. Mais, ouais. ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, Mais mais donc vous êtes appuyé sur le tissu d'acteurs locaux, quoi, pour oui, relayer. c'est ça. Qu'on a développé dans le cadre d'un autre projet où là, il y avait vraiment eu une phase, alors là, on n'est plus dans de la communication, mais vraiment de concertation, de discussion avec la population. Et ça permet, par ce biais-là, où on a rencontré le tissu commercial, le tissu industriel, et puis la population, etc. Et puis tout ce qui est acteur, plus association, théâtre, de plus le faire passer, le faire passer là-dedans. Mais après, non.
Alors, le sponsoring, peut-être on aurait peut-être dû mettre la monétisation sur YouTube, je sais pas. Non, non, mais c'est vrai que des fois, pour l'avoir pratiqué avec une association pour quelques dizaines d'euros, sur les réseaux, ça permet que énormément de gens localement, en plus c'est localisé géographiquement, voient les publications. Donc peut-être que ça sera pertinent pour vous suite à d'autres Ouais. épisodes d'inondation à l'avenir, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est des choses à étudier hein, par la suite. Moi, comme dit, voilà, comme je vous ai un peu présenté, il y avait un boulot, une partie du boulot, c'était de nous faire une note stratégique de communication euh, qui a été faite et plutôt bien faite par un prestataire qui n'est pas le même que celui qui a fait la vidéo. Mais le problème, c'est qu'on la met, bah, on va être franc, on la met peu en place par manque de temps en fait, parce Oui, qu'on oui, a bien beau sûr. avoir, Ouais. on a beau avoir une Ouais. stratégie, des outils, etc. Enfin, si on veut être efficace sur les réseaux sociaux et vraiment pouvoir faire de la communication, c'est un demi-ETP, quoi. Et donc, pour l'instant, donc ça, c'est des négociations à venir avec mes futurs élus. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de valoriser de la meilleure manière. J'entends bien cette vidéo qui est quand même plutôt pas mal. Ouais, ok, merci beaucoup. Ah oui, une dernière question, c'était quelqu'un qui demandait le nom du prestataire que vous aviez retenu au final pour la vidéo. Ouais, je pourrais vous le faire passer, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, mais écoutez, on est presque à la fin, on va s'arrêter bientôt. Et quelqu'un qui demande le nom du comédien. Alors ça, il faut que je me renseigne, je ne le connais pas. Peut-être pour un intérêt à titre personnel. Voilà, j'ai pas assisté au casting, je suis désolé. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages, Clément et Damien, et puis à tous les autres intervenantes et intervenants au début qui nous ont présenté plutôt du théorique et puis les outils. Comme promis, vous recevrez un peu tout ça prochainement par mail, donc en juin, hein, parce que je vais avoir le même mois de mai que tout le monde, donc ce sera en juin. Et puis peut-être, José, si tu veux redire un petit mot pour conclure, je peux te repasser la parole avant Oui, de libérer tout le monde. merci Maxime, c'était vraiment hyper riche. Donc vous voyez que ce sujet va nous permettre de nous donner du grain à moudre sur la communication et quels sont les outils qui pourront vous aider. Donc je vous invite vraiment fortement à remplir ce questionnaire pour mettre dans le panier commun vos expériences sur des actions que vous menez en communication et sur des outils que vous souhaitez partager. Donc ce questionnaire, je vous invite fortement à le remplir. Donc, inscrivez-vous à la newsletter pour pouvoir la recevoir. Et par ailleurs, ce webinaire sera suivi par d'autres événements, comme je le disais tout à l'heure, sur ces aspects sciences humaines et sociales. Et on aura l'occasion de rediscuter et de repartager avec vous ces différents projets et vos différents cas d'études. Et du coup, ce webinaire aussi sera relayé dans la page du centre de ressources cours d'eau dans la rubrique événements, comme tous les autres webinaires qui composent le cycle thématique changement climatique et SHS. Merci à toi, Maxime. Merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Et pour les intervenants, si vous voulez rester 5 minutes pour un petit débrief entre nous, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, pas de souci.